Je retourne au boulot, j'écris une lettre de démission, je commence à aller vers le manager et j'ai dit t'es en train de faire une grosse connerie là. Je me rassois au bureau, je vous jure j'ai passé une semaine, je tremblais tous les jours. J'ai dit je peux pas démissionner, j'aurai pas le chômage. Et là j'ai pas de clients, j'ai acheté un appart donc j'ai pas d'argent de côté. Et puis un jour je me dis, c'était le vendredi, je dis bah qu'ils aillent se faire, hop. Et donc je prends mon badge, je pose sur le bureau et je dis bah salut. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour Bouchra. Bonjour Antoine. Bienvenue dans le podcast La Voix du Dirigeant. Merci. On t'a invité aujourd'hui pour que tu nous parles de ta résilience en tant qu'entrepreneur et voilà, partager ton expérience par rapport à tout ça. Merci d'avoir accepté notre invitation, en fait. Avec grand plaisir, déjà merci de repenser à moi, je suis content d'être là. Alors je tiens à dire en plus que tu nous as demandé de ne pas te donner les questions en amont. Effectivement. Donc, on va voir ce que ça donne. Je trouve ça intéressant, ça a ce côté naturel. Et puis les réactions aussi, elles sont intéressantes. Je sais pas comment je vais réagir, on verra. On va voir. Je te pose la première question, Antoine. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité ? Ok. Je m'appelle Antoine Redel, j'ai 27 ans au moment où on tourne cette vidéo. Me présenter rapidement, aujourd'hui je fais trois métiers. Je suis coach pour les dirigeants, les entrepreneurs, donc sur la partie mentale, je les aide à développer leur potentiel, de se connecter à leurs limites pour les tester, les dépasser. J'accompagne aussi donc le plus sur le format formation, j'accompagne des entrepreneurs à se lancer, à adopter la posture d'entrepreneur. On nous a jamais appris à être entrepreneur. Souvent on se lance et on se rend compte qu'il y a plein de choses à travailler, autant sur la vente, la posture, l'état d'esprit, etc. Et après je suis aussi conférencier, puisque chaque année, alors quand il n'y a pas le Covid, je fais une tournée de conférences en France, Belgique, et la prochaine, il y aura un passage en Suisse aussi. Donc je fais une dizaine de dates comme ça, où je partage ma passion de l'état d'esprit, de l'entrepreneuriat, plein de choses comme ça. Et voilà, donc ces trois casquettes aujourd'hui, c'est sur quoi je surfe. Ok. Du coup, coach pour les entrepreneurs et dirigeants, formateur toujours pour eux, les mêmes personnes, et conférencier, toujours même cible. Ouais, toujours. Ouais, toujours. Tu travailles principalement sur du mindset. Est-ce que tu leur apportes des outils? Parce que quand on n'est pas, comme tu dis, on n'est pas formé pour être entrepreneur, mais en fait, on n'a ni les outils, ni l'état d'esprit, ni rien du tout, en vrai, pour être entrepreneur. On nous apprend des outils pour travailler dans des grandes entreprises, que ce soit en école de commerce ou que ce soit ailleurs, en notre étude. Jamais on ne nous forme à créer un cabis, un sirette. Moi, j'ai eu une cliente qui nous a appelé paniquée l'autre jour parce qu'elle ne savait pas créer un sirette. Enfin, où ça commence, où ça s'arrête. Alors ça, pour moi, ça je l'enseigne pas. Parce que pour moi, ça c'est... Ok, on ne l'enseigne pas, mais ça reste facile. Contrairement à l'état d'esprit, à la gestion émotionnelle, à la prise de recul, à sa capacité à prendre des décisions, à tout un tas de choses comme ça, en fait, ça, on ne l'a jamais appris, mais vraiment jamais appris. Un cabis, oui, ça peut être intimidant, mais il y a des gens qui peuvent le faire pour nous. Il n'y aura jamais personne pour diriger une boîte à notre place, pour prendre de grandes décisions dans une boîte. Moi, j'ai plus à prendre la posture entrepreneur. Pourquoi est-ce que je deviens entrepreneur? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fera que je laisserai jamais tomber en fait ma mission de vie, mon projet? Qu'est-ce qui fera que je vais réussir à dire non à certains projets, à certaines personnes? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir créer, je sais pas, une grosse boîte, me reconnecter à mes ambitions? C'est très tabou en France. Moi, un des travaux que je fais avec certains clients, même des grands dirigeants, c'est se reconnecter à leur ambition, réoser faire des choses en grand, arrêter de se comparer avec leurs salariés, enfin plein de choses comme ça. Donc c'est plutôt ça que moi je vais venir travailler chez mes clients. J'ai un client qui me dit je sais pas faire mon cabis, je dis tape sur Google comment faire un cabis, débrouille-toi. Parce qu'être entrepreneur, c'est aussi trouver des solutions par soi-même. Et pour avoir cette aptitude-là, c'est surtout du mental. Donc tu travailles principalement sur du mental, pas sur trouver des outils, ça c'est des choses qu'en fait un entrepreneur peut faire par lui-même au final en cherchant. Ouais, complètement. Après, si je vais quand même transmettre des outils de gestion des émotions, je vais transmettre des outils par l'accompagnement, pour réussir à prendre de la hauteur, des choses comme ça oui, mais pas des outils techniques de l'entrepreneuriat. Tu veux pas leur montrer comment faire de la pub sur Facebook, quoi? Non. Ah, non. Okay, par contre, je peux leur enseigner, par exemple, la gestion financière d'une boîte, parce que moi, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec mon bras droit. On a des tableaux de gestion de chiffres.
suivi des KPIs, etc. Et ça, c'est quelque chose que je peux transmettre à mes clients. Ouais, mais je vais juste transmettre ce que moi j'applique, mais je vais pas leur enseigner la gestion financière parce que c'est pas mon métier. Oui, c'est propre à chacun au final et il y a Exactement. chaque cas particulier. D'où t'est venue cette idée, cette passion pour le mindset et notamment dans l'optique d'entreprendre? Surtout aussi jeune. Pour ça, il y a plusieurs choses. Il y a une histoire de parcours personnel. Si je peux me permettre d'y aller un petit peu, il y a, quand j'étais au collège, alors ça a remonté encore plus loin, mais c'était la période critique, ça a été plutôt au collège. J'étais un gamin très peu confiant, je me suis tapé dessus. J'étais un peu le punching ball, je me rappellerai toujours d'une scène où tous les garçons au vestiaire en cercle, et puis moi qui me faisais tabasser au milieu. Donc j'ai vécu cette période-là de ma vie qui a été assez dure, où j'ai eu très peu d'estime de moi, j'étais addict aux jeux vidéo. Je me levais le matin pour jouer avant d'aller au collège. Donc voilà, vraiment, je m'étais réfugié en fait dans ce monde-là. Donc j'ai appris ce que c'est de se sentir très mal dans sa peau. Et quand j'ai commencé à changer, quand j'ai commencé à découvrir qu'en fait je pouvais faire quelque chose de ma vie, parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'utilise des mots crus, mais c'est comme ça que je me parlais à l'époque. Hein. J'étais une merde et je serais une merde toute ma vie. Et quand j'ai appris qu'en fait c'était pas forcément vrai, je me suis dit mais il y a quelque chose, on peut changer les choses. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser de loin au développement personnel, parce que mon père s'y est mis aussi. Et je me suis dit, je vais rentrer dans une entreprise, je vais gravir les échelons, et je deviendrai un jour entrepreneur. Je suis arrivé dans le monde du travail. Au bout de 2 semaines, je me suis dit, c'est pas fait pour moi. D'accord. J'étais en stage. Je voulais quand même terminer mes études dans l'aéronautique et le spatial. Ce qui n'est pas du tout original à Toulouse, mais bon, ça allait pour les autres. Mais, donc voilà, je fais mes études là-dedans, je fais en alternance, donc je suis encore dans du salariat, je comprends que c'est pas du tout ce que je veux faire. Je suis dans la technique, donc je me dis, je vais inventer un objet, un concept ou je sais pas quoi. J'étais assez bercé par Elon Musk à l'époque, et un jour... Exactement, Startup Nation. Et un jour, je me balade dans la rue, j'avais toujours un carnet d'idées dans ma poche. Donc j'avais un petit carnet tout petit comme ça, et la moindre idée, je la notais dessus, qu'elle soit bête ou très intéressante. Jusqu'à un jour où je vois un pneu de voiture, comme on en voit tous les jours, et je me dis, mais attends, il y a Elon Musk qui vient de sortir de sa voiture électrique, c'était 2015-2014, je crois. Il y a une déformation, donc il y a de l'énergie dans les pneus, donc on peut créer de l'énergie. Et j'ai développé un concept de pneus qui rechargent les voitures électriques par leur déformation. Donc très intéressé, je commence à faire des calculs et je me rends compte que ça peut apporter de l'énergie au véhicule. Sauf que je vois que c'est déjà breveté depuis 1 an par une grande entreprise. Donc j'étais à la fois hyper fier parce que putain, t'as eu une sacrée idée, mais déçu parce que je pouvais rien en faire. Et en fait, j'ai vu mon père entreprendre en parallèle. Il a été dirigeant d'entreprise avec 320 salariés. Et j'ai vu en fait les défauts de ce business-là, d'avoir des salariés, des usines, etc. Il y avait 3 usines. Je me suis dit, en fait, c'est pas ce que je veux. Je veux pas être... En fait, j'ai pas envie de me créer une prison dorée qui, en fait, est exactement comme le salariat. J'ai envie d'avoir une certaine liberté personnelle. Et j'ai commencé par du marketing de réseau. Et c'est là qu'en fait, je me suis connecté à ce que je fais aujourd'hui. J'ai commencé à accompagner de l'humain et à faire de la prise de parole en public. Et je me suis dit, je veux faire le marketing de réseau parce que ça ressemble trop au salariat pour moi. Je suis quand même dépendant d'une entreprise. Je dois rendre des comptes et ça me plaît pas. Et je me suis dit, je vais créer ma boîte là-dedans. C'était en 2016. Et donc, je vais d'abord faire un petit blog que personne n'allait voir. J'ai fait une chaîne YouTube qui a marché au début et qui n'a plus marché après. Et puis c'est ça qui a fait que je suis parti dans cette voie-là. C'était une transformation personnelle et une transformation professionnelle aussi. Ok. Donc c'était pas dès le départ, je veux être coach. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est passionnant ce parcours. Et puis, je veux revenir sur quelque chose que tu disais tout à l'heure, sur le fait que entrepreneur, en tout cas le mindset entrepreneur ne s'apprend pas aujourd'hui, en tout cas en France. Et que c'est aussi ça que tu veux faire, hein, c'est apprendre aux gens à entreprendre et à se mettre dans la posture, dans le rôle d'entrepreneur. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que quand un enfant a le mindset entrepreneur, en fait, et que je le définis notamment par le fait d'apprendre, de faire des erreurs, d'essayer des choses, de goûter un peu n'importe quoi, et que c'est notre format d'éducation
et notamment l'éducation nationale en France, qui a tendance à nous désapprendre ça, à nous apprendre à être des salariés. Et du coup, derrière, il faut réussir à casser plein de choses, plein de mécanismes qui ont été mis en œuvre dans ces périodes où on a le cerveau le plus malléable, malheureusement, pour essayer de se remettre dans une notion d'entrepreneuriat. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il y a vraiment un enfermement de la créativité et il y a une peur de l'échec qui est instaurée. On n'a qu'à le voir une copie, il n'y a que les fautes qui sont entourées, il n'y a pas les bonnes réponses. Et je pense que c'est tout à fait ça. J'ai accompagné une cliente qui a fait de 0 à 400 000 euros en 1 an et quelques mois. Et c'était une jeune entrepreneur, elle avait 21 ans. Et en fait, j'ai capté que si elle réussissait aussi vite dans un domaine où certains prennent beaucoup de temps, c'est parce qu'elle était naïve. Mais la bonne naïveté. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait une idée, elle la mettait en application. Elle arrivait avec une problématique complexe en coaching, on le travaillait, le lendemain c'était résolu. Une fois elle me dit, mais je pourrais jamais déléguer, ça me fait stresser, etc. On fait le coaching, le lendemain elle me dit, j'ai 2 personnes dans mon équipe. 2 semaines après, elle en avait quasiment une dizaine, quoi. Donc en fait, c'est impressionnant, et ça c'est comme un enfant. Un enfant, tu lui dis, ça, vas-y, fonce, il va le faire. Il ne va pas y avoir le oui, mais les conséquences, etc. C'est intéressant parce que du coup, on a aussi géré cette croissance rapide. Bien sûr. Parce que les gens fantasment sur réussir, mais réussir vite, c'est même pire. C'est plus difficile à gérer. Et donc, c'était un coaching très, très intéressant. C'est intéressant. Ça fait penser à cette image, je ne sais pas si on la retrouvera, mais qui dit, grosso modo, comment tu as fait pour y arriver ? Je ne savais pas que je ne pouvais pas y arriver. C'est ça. C'est le côté naïveté. Après, c'est intéressant d'allier la naïveté, et donc on va appeler ça l'enfant intérieur, et l'adulte intérieur. Et pour ça, j'aime bien utiliser une métaphore totalement perchée, mais qui illustre bien le truc. C'est un enfant et un adulte, donc l'enfant et le père, ou la mère, c'est pas, ça n'a pas d'importance, mais qui marchent sur une banquise, et puis t'as l'enfant, il voit un trou dans la banquise, et il dit, moi je veux sauter dans l'eau. Et en fait, dans notre fort intérieur, l'enfant va commencer à courir, et puis l'adulte en nous va dire, mais t'es con, t'es fou, fais pas ça, c'est pas possible, etc. Et donc en fait, ça tue la créativité de l'enfant. Et donc au fur et à mesure, on devient trop adulte, et on réfléchit trop, et on fait rien. Alors qu'en fait, un bon équilibre, c'est l'enfant qui se lance, donc qui crée l'élan, l'adulte qui dit, attends, c'est possible. Par contre, avant de sauter dans la glace, il y en a qui le font, il faut s'entraîner, il faut apprendre à réguler sa température cardiaque, mais on va le faire, mais on va s'entraîner pour. Ouais. Et en fait, c'est vraiment une collaboration entre la partie naïve en nous et la partie qui est plus structurée et qui va cadrer les choses. Et quand on crée ce bel équilibre, on avance ni trop vite, ni pas assez vite, on avance bien, quoi. J'aime beaucoup la métaphore. Voilà, c'est totalement perché parce que c'est improbable, mais ça explique bien le... Et puis je pense qu'on s'en rappelle plus quand c'est improbable. En vrai, c'est pas si perché que ça parce que ça m'est quasi arrivé. Quand j'étais petite, en fait, je me baladais avec ma cousine dans un parc de jeux. Ok. Et il y avait un étang qui était recouvert de... Je sais pas ce que c'est, cette algue verte là, où il y a des grenouilles et tout. Elle regarde et dit, c'est dur. Je lui fais, non, c'est de l'eau. Elle fait, non, c'est dur. Je dis, vas-y. Elle a plongé dedans. Elle a entendu les parents l'engueuler. Il y avait ses parents et les miens. L'engueuler pendant tout le trajet retour. On a dû la ramener dans la maison, toute détrempée, sale, dégueulasse. Voilà. Ça colle, donc c'est pas si fou que ça, en fait. Non, ça peut arriver, en fait. Non. Mais moi, j'étais enfant aussi. Je lui ai dit, tu me crois pas, vas-y. Elle a plongé. Il faut vivre l'expérience. Ouais. Parce que l'apprentissage du parent est hyper important, parce que c'est comme ça qu'on recommence pas à l'âge de pierre à chaque fois qu'on est. Ouais. Mais il y a un juste milieu entre, il faut aussi expérimenter par soi-même. C'est ça. On a tous eu un parent qui nous disait, ne touche pas cette flamme, tu vas te brûler, et pourtant on a tous à un moment donné essayé, voir ce que ça faisait. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on essaye. C'est ça. Il faut qu'on essaye. J'admire beaucoup mon père pour ça, parce que quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je sais pas si on en reviendra plus tard dans l'histoire, mais j'ai quitté mon boulot du jour au lendemain. Mon père m'a dit, je suis fier de toi, mais démerde-toi. Et ça, j'adore, parce qu'en fait, il m'a montré... il m'a montré qu'il admirait ce que je faisais, mais derrière, c'est compte pas sur moi. Ouais, il te soutient dans l'idée. Exactement. Mais pas comment dire, ni financièrement, ni opérationnellement. C'est à toi de te débrouiller. Et c'est là aussi qu'on peut faire la part des choses sur l'état d'esprit de l'entrepreneur. Parce que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, beaucoup de gens auraient dit c'est un con, il croit pas en moi, ou c'est compliqué, donc je vais pas le faire. Non, c'est comment est-ce que je perçois les choses et qu'est-ce que j'en fais derrière. Donc je me dis, au fond, je sais que si jamais j'ai un besoin, il va pas me laisser à la rue, mais ce sera pas de la facilité. C'est pas la voie de la facilité. Et aujourd'hui,
c'est trop facile d'abandonner. Aujourd'hui, c'est trop facile d'avoir la voie de la facilité. Donc c'est une bonne chose, parce que ça nous permet de créer des choses, mais des gens qui se reposent là-dessus et qui ne se battent pas pour développer leur entreprise, ou leur message, ou leurs idées. Ouais, quand on sait qu'il y a un plan B, de toute façon, Ouais. on y va, et puis on verra bien, quoi. Bah, c'est dans l'art de la guerre, hein. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais l'histoire du village attaqué, si tu laisses une petite sortie, les gens le savent et ils ne se battent pas à mort. Donc rentrons dans le vif du sujet. Quelle a été pour toi la plus grande difficulté que tu aies vécue en tant qu'entrepreneur? La solitude de l'entrepreneur. Je pense que c'est moi, c'est quelque chose que je perçois beaucoup. Mais on nous félicite tous quand on signe notre CDI. On ne nous félicite pas quand on devient entrepreneur. Et puis c'est un peu tabou, l'entrepreneuriat. C'est un monde qui est incompris. Et donc on se retrouve très vite seul. Mais même dans un couple. Ma compagne, par exemple, n'est pas du tout entrepreneur. Je sais que je ne peux pas forcément tout partager, parce qu'il y a des choses qui ne seront pas comprises. Mais j'ai perdu mes amis d'enfance, parce qu'ils avaient une certaine image de l'entrepreneur, et le jour où je suis devenu entrepreneur, je ne les ai plus vus. Donc c'était assez compliqué. Et j'ai vu ma compagne faire la fête 1-2 fois par semaine, et puis moi j'étais tout seul à développer mon business qui ne marchait pas, et là c'est compliqué. C'est très très dur, et donc on ne sait plus à qui parler, on ne sait plus à qui se référer, on ne sait plus à qui partager nos peines, nos réussites. Parce que à la famille, quand on partage nos peines, on va dire « ouais, mais t'as vu la décision que t'as prise aussi ?» Puis quand on partage nos victoires, on dit « ça va, tu te fais chier, hein, tu te mets bien. » Et maintenant, mais je veux vous parler de quoi en fait? Faut que je râle, enfin je sais pas, c'est très tabou, et en fait, moi c'est surtout ça qui a été difficile. Ça a été me retrouver seul d'un coup, à ne pas savoir comment développer ma boîte, pas savoir comment développer mon état d'esprit. Tant mieux, parce que du coup je l'ai développé par moi-même. Je pense que c'est ce qui fait ma force aujourd'hui. Ne pas savoir comment créer un cabis, payer le CFE, des trucs comme ça. Ouais, ça a été ça, le plus compliqué. Est-ce que c'est quelque chose que tu as essayé de résoudre d'une certaine manière, cette solitude? Assez rapidement. Comment? Je me suis inscrit dans des programmes en ligne où on avance ensemble, des séminaires d'entrepreneurs. Et très rapidement, j'ai créé mon cercle d'amis entrepreneurs avec qui on se voyait souvent et qui ont commencé à échanger, à faire des soirées réseau à Toulouse, en prenant des initiatives en fait, pas en attendant que la solution tombe, quoi. Ouais, ça vient pas... Enfin, si tu restes dans ta grotte, de toute façon, ça va pas se résoudre. C'est ce que j'ai des clients qui me disent « je me trouve seul ». Je dis « oui, mais est-ce que tu fais des rencontres entrepreneurs ?» Non. Je dis « attends, t'as vu la ville où t'es, vas-y. » Oui, mais ça me fait peur. C'est qu'il faut y aller. En fait, c'est que c'est cohérent. Tu me dis que tu souffres de solitude, trouve des solutions en face. Prends le temps de créer des bonnes relations. Prends le temps de savoir à qui tu peux partager les choses. Parce que ce qui est cool, en fait, quand on a un bon réseau, et en général, ça se fait entre entrepreneurs. Entre entrepreneurs, on peut parler de spiritualité, on peut parler d'argent, on peut parler de business, on peut parler de stratégie, on peut parler de chat, on peut parler de chien, de tout ce qu'on veut. On a une certaine liberté d'expression quand on a un cercle qui nous ressemble, et je pense qu'il faut prendre le temps de créer ce cercle-là. Moi, j'ai un constat, c'est que cette solitude de l'entrepreneur, des fois, les gens ne savent pas mettre forcément un mot dessus dès le départ. C'est j'y arrive pas parce que je ne sais pas, parce que j'ai pas la connaissance, personne ne m'a aidé, ou personne ne m'a donné de l'argent, etc. Mais personne n'y met le mot de la solitude de l'entrepreneur, enfin, pas au début. Il faut un temps avant d'arriver à ce terme-là. Et il faut arriver à un certain niveau de difficulté ou de situation, avant de sortir de sa coquille. Je connais très peu d'entrepreneurs qui se sont lancés tout seuls, en n'ayant pas d'entrepreneurs dans leur coin, autour d'eux, et qui se sont dit dès le premier jour, vas-y, je vais m'inscrire dans un réseau. Ils attendent. Ouais. Ils attendent. On a grandi en attendant des solutions. À l'école, on a toujours tout. Si on revient à l'école on nous a toujours enseigné. On attendait l'enseignement. Les parents nous ont éduqués, nous ont apporté les choses quand on en avait besoin. Sauf quand on rentre dans le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a plus de patron, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de... il faut commencer à se débrouiller. Et en fait, tu as raison, les gens attendent parfois que ce soit compliqué pour se poser les bonnes questions. On ne nous apprend pas à sortir de la coquille.
D'habitude, on a un énoncé, on a un cours avant d'avoir l'exercice. Et là, tu es dans l'exercice direct. Ouais, mais la plupart des gens, et je pense que j'ai fait l'erreur, peut-être que vous l'avez faite aussi, c'est que quand on se lance dans la boîte, on se dit bah, c'est bon, je peux tout faire moi-même, je vais me débrouiller. Bah, en fait, non. Parce qu'on a chacun des métiers, on a chacun une façon de penser différente. Il faut savoir s'entourer par rapport à ça. Parce que penser qu'on sait tout, c'est un grand mensonge qui nous rassure un temps, mais qui ne suffit pas. Et à un moment, si, il faut oser. Les plus grands dirigeants sont ceux qui savent le mieux s'entourer. C'est ça. On le voit même dans des clubs de sport de haut niveau, c'est ça aussi. Hein. Les meilleurs dirigeants, c'est ceux qui construisent la meilleure équipe autour d'eux. C'est pour ça que pour moi, un dirigeant doit surtout bosser son leadership, sa posture. Moi, j'aime bien dire qu'un dirigeant, c'est comme le soleil au milieu d'un système solaire. Ça peut paraître égocentrique, mais sa place, c'est de créer l'équilibre dans le système. Il faut qu'il rayonne, il faut qu'il ose être lui, il faut qu'il partage ses idées, son message, sa vision. J'aime bien dire, il y en a, ils vont avoir des coups de soleil, mais ils ont quand même de la crème. J'aime bien l'image. Voilà, mais il y en a qui vont se nourrir de cette énergie-là. Et donc, il faut trouver le juste milieu, s'entourer des bonnes personnes qui vont créer cet équilibre. Puis il y a des planètes qui seront plus lointaines, qui seront plus proches. Mais le but du dirigeant, c'est d'être à sa place au milieu et de porter en fait une équipe. Voilà. Si le dirigeant, il va être le soleil va être la Terre, puis Mars, et puis lui, la Terre ne marche pas. La vie ne se crée pas. Et on peut le voir avec Napoleon Hill. Enfin, il y a son bouquin qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche, ou le bouquin de Dale Carnegie, et Comment se faire des amis. Ils le disent. Le dirigeant n'est pas obligé d'être le meilleur. Il doit s'entourer des meilleurs. Et j'accompagne des clients, ça les challenge, parce qu'ils ne veulent pas de personnes meilleures qu'elles dans leur équipe. Et c'est là que je leur dis, mais vous n'avez rien compris. C'est le contraire, faut s'entourer de meilleur que soi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des dirigeants qui font des burn-out, parce qu'ils doivent tout gérer dans leur boîte. Moi, j'adore accompagner des dirigeants qui me disent au bout de quelques mois, Antoine, je fais un mi-temps. Je gagne plus, je fais un mi-temps. Je dis, bah, c'est extraordinaire. Tu n'es plus en train de te tuer à la tâche, à ton boulot. Okay, parce que tu as fait confiance aux bonnes personnes dans ton équipe, tu as fait en sorte qu'ils portent la vision de ton entreprise, qu'ils aient envie, qu'ils aient autant la niaque que toi, en fait. Voilà. Et c'est passionnant. Ouais. Je reviens sur la solitude. La solitude, c'est complexe comme terme parce que ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Pour le dirigeant, il y a ce que tu disais, hein, il y a l'entourage déjà, avec le fait en plus, dans une prise de décision, de devenir entrepreneur, d'avoir le risque d'avoir des amis qui ne nous comprennent pas, donc on peut s'en séparer, etc. Tout ça, ça crée effectivement une solitude de fait, qui est une solitude sociale. Après, on peut avoir plein d'amis, plein d'entourage, plein de familles et être quand même en solitude de l'entrepreneur. C'est ce que j'allais y venir, en fait, c'est la solitude sociale, c'est une première chose, et qui n'est pas obligatoire pour tous les entrepreneurs. Par contre, il y a une solitude qui, là, arrive pour tous les entrepreneurs, c'est au moment de prendre une décision, au moment de prendre ses responsabilités à un instant T, bah, il n'y a personne qui sera là pour la prendre à ta place. Et ça, cette solitude-là, tous les entrepreneurs la prennent, la vivent, pardon, ouais. Parce que c'est comme ça. On ne peut pas faire prendre une décision importante à quelqu'un d'autre. C'est à nous de la prendre. Ça, je suis d'accord. Et l'atténuer, l'idéal, c'est ce que tu dis, c'est de pouvoir au moins en parler avec des pairs, avec des entrepreneurs qui potentiellement ont déjà eu cette décision à prendre, etc. Et du coup, qui vont partager leur expérience et rendre la prise de décision un peu plus facile. Donc, il y aura toujours une solitude, mais au moins, on peut aller chercher à droite à gauche quelques informations, des éléments d'information qui permettent de faire comme si cette décision n'était pas complètement seule. Mais là, il y a un problème qui se pose aussi, qui est un problème qu'on peut percevoir partout, c'est la notion d'équilibre. Oui. Là, si on attend trop des autres, de l'entourage, bah, c'est très compliqué. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire avec mes clients, c'est toujours de se dire, ok, est-ce que ton entourage social, il est sain? Est-ce qu'il peut t'aider à prendre des grandes décisions? Si c'est un oui, c'est parfait. Maintenant, il faut développer son entourage intérieur. Je vais m'expliquer parce que ça peut paraître... Moi, j'adore rendre mes clients... Des amis imaginaires? Alors, c'est pas vraiment ça. Mais j'adore enseigner à mes clients d'agir avec excellence, et c'est-à-dire de construire de construire une identité forte intérieure de qui est-ce que je suis. Parce que si on regarde d'ailleurs les stars ou autres, souvent ils ont une crise identitaire. Mais en fait, je suis qui pour mon public? Je suis qui dans ma vie? Parce que les gens ne bossent pas, parce qu'on nous a jamais, encore une fois, appris à bosser notre identité.
Et quand cette identité forte est créée, qui nous permet en fait d'avancer au quotidien, on vient créer l'identité du futur. En fait, mon moi dans 10 ans. Et ce moi dans 10 ans, quand il est bien travaillé et qu'il est la continuité de qui je suis aujourd'hui, parce que la plupart des gens construisent une idéal de vie dans 10 ans, mais ils se calquent sur leurs mentors, sur leurs envies, leurs désirs, leurs fantasmes, etc. Mais pas sur quelque chose qui est l'amplification d'eux-mêmes. Et en fait, j'apprends à mes clients à penser et à agir avec leur eux dans 10 ans. Parce que souvent, quand on est face à une problématique, on réagit émotionnellement avec une haute intensité parce que c'est grave, il peut y avoir des conséquences. Mais si on se dit, mais c'est quoi les conséquences en 5 ans? Parce que je suis en train de traverser, souvent c'est rien. Et si j'apprends à agir avec mon moi dans 10 ans, soit il va me donner des bons conseils. Écoute, là, pour gérer ça, va marcher 10 minutes. Tu verras que ça va te faire déjà du bien. Ou alors il va dire, mais non, tu sais très bien que tu dois dire oui à ça, ou non. Donc fonce. Donc c'est un peu de devenir... Il faut avoir deux parties mentales un peu schizophrènes, de se dire, ben voilà, je vais apprendre à agir et à penser avec mon moi dans 10 ans, plutôt que mon moi d'aujourd'hui. Il y a une phrase qui est assez dure, mais qui est vraie, qui est tu ne peux pas réussir avec qui tu es aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu es le fruit de ton passé. Donc, si tu continues d'agir comme tu as été forgé, formé, formaté, tu vas continuer à avoir les mêmes résultats. Donc tu es obligé de t'appuyer sur ton passé et de se reposer dessus au travers de causes, et pas dans une posture de victime, j'ai vécu ça, c'est compliqué, dire j'ai vécu ça, donc c'est pour ça que j'avance, et de se référer à son soi du futur, pour dire voilà vers où est-ce que je vais. Comment est-ce que j'y vais? Je sais pas, mais lui il sait. D'accord? Du moins il a l'état d'esprit. Ouais, c'est ça. Et quand on repense à notre parcours il y a 2-3 ans, on rigole, tout à l'heure à table, quand on rigolait de nos débuts. Mais nous, dans 10 ans, il va rigoler de ce qu'on vit aujourd'hui. Et souvent, enfin moi je sais que le meilleur conseil que Antoine dans 10 ans me dit, c'est tu te fous de moi là, tu te prends encore la tête pour ça? Tu sais que ça c'est rien, avance, tu vois. Ouais, ou alors va marcher. C'est pas en creusant la tête que tu vas trouver une solution. Et ça c'est extrêmement puissant. Donc il faut développer un réseau de personnes, donc un environnement social sain, mais il faut aussi savoir réfléchir pour soi-même, avec une conscience supérieure de celle qu'on a aujourd'hui. Okay. Ce que tu dis, c'est que on est d'accord sur le principe pour progresser, c'est forcément faire un pas dans l'inconnu, pas après pas. Et du coup, c'est pas que se reposer sur sa zone de confort et rester dedans, parce que forcément, on ne progresse pas. Et toi, tu rajoutes à ça l'idée, je me projette mentalement dans ce pas et dans le futur, et du coup, le chemin, je le vois à peu près comment il est. Comment dire, il n'est pas entièrement inconnu, puisque j'ai réussi à me projeter dans cette image de moi dans le futur. Ouais, alors, le chemin peut être flou. J'ai du mal avec ceux qui vont dire il faut absolument que tout soit tracé, etc. Parce que la vie nous apprend qu'on aura beau faire les plans qu'on veut, il marche pas. Ou alors, il marche après mon dévent. Je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais bref. Mais c'est plutôt dire comment est-ce que mon moi dans 10 ans qui a outrepassé tout ça pense. Comment est-ce qu'il réagirait à ça? C'est plutôt ça, tu vois. J'ai un client qui veut pas me payer, par exemple. Ok, dans 10 ans, comment est-ce qu'il gère ça, Antoine? Il se prend moins la tête. Ça me fait penser à un exercice de coaching, la Batesan. C'est aujourd'hui qui je suis, comment j'agis. Comment j'agis aujourd'hui, quelle est ma problématique, etc. Et en fait, on se déplace dans les différents états à qui je suis, moi, qui ai réussi à dépasser cette situation. Donc moi, je suis quelqu'un de confiant, je suis nanana. Donc moi, cette personne, si je la ramène là au point de départ, en fait, c'est un exercice qu'on fait limite avec, en se déplaçant dans la pièce, on met des petits carrés. Ok, je réfléchis, j'agis, je fais, nanana. Et du coup, je suis quand j'ai réussi. C'est ça. Ok, donc on va prendre cette personne, on va la ramener au début. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ouais, mais d'où le travail sur l'identité. Fabuleux. D'où le travail sur l'identité, c'est hyper important. De savoir qui on est et qui on veut devenir. Et qui on a été aussi. Qui je suis, qui je veux être. Ouais, et qui j'ai été. Qui j'ai été. Souvent le passé, on veut plus en entendre parler. Et c'est souvent ceux qui sont comme ça qui ont le plus de mal à avancer. Ça rejoint autre chose, c'est que moi, quand je donne des formations de management, on parle souvent de situations difficiles, de crises ou de mails reçus où on a envie de répondre immédiatement. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est non. Cet email, ok, vous avez envie d'y répondre, vous pouvez l'écrire si vous voulez, mais ne l'envoyez pas.
laissez passer une nuit et revenez à froid, relire ce que vous avez écrit, le modifier, et enfin envoyer l'email. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, quand on a un regard sur le passé, qui est libéré des émotions, forcément, on va avoir un regard critique, quelque chose de plus juste, et surtout qui va moins impacter négativement potentiellement les choses. Ça me fait marrer le lendemain de le relire, de me dire ah ouais, quand même, j'en tenais une bonne hier. Ah, mais ça fait du bien. Écrire a changé ma vie. Hein. Parce que quand je me suis lancé, j'étais fauché. Et donc, j'écrivais tous les soirs. J'écrivais sur mes réactions. Qu'est-ce que j'ai eu comme croyance négative aujourd'hui ? Pourquoi est-ce que j'ai mal réagi quand telle personne m'a dit ça ? Je trouvais des solutions. Et puis je me dis, comment est-ce que je peux mieux agir demain ? Tous les soirs. L'écriture, c'est fantastique. Plus on laisse ces choses dans notre tête, plus elles prennent de l'ampleur. Ouais, tout à fait. On va passer à la deuxième question. Allez, hop, c'est parti. Donc la question suivante, c'est quelle a été pour toi la décision la plus complexe que tu as eu à prendre en tant qu'entrepreneur ? J'en ai eu 2. Je peux tricher ? Tu peux tricher, évidemment. Première décision, ça a été de me lancer officiellement. Parce que voilà, j'étais en CDI dans le cercle d'Airbus, tout ça, donc forcément le Saint Graal de tous les Toulousains. C'est difficile à quitter. La fierté de la maman, tout ça. Et donc là, ça a été la première grande décision, surtout qu'il y a eu des conséquences derrière. Je savais qu'il allait en avoir, puisque voilà, j'ai commencé à entreprendre en 2016, j'étais en CDI à ce moment-là. Et j'ai voulu développer mon activité en faisant de la vidéo, de la création de contenu, etc. Ça ne marchait pas. Donc, je n'avais pas de clients. Mais je me sentais de plus en plus mal dans mon métier. J'étais un peu comme un singe dans une cage en acier, boulonné sur du béton, et qui se débat. Il veut sortir, il se débat et il se tue, mais il ne sortira jamais en fait. Je me voyais vraiment dans cette situation-là. Tu as fait les deux en parallèle, c'est ça ? Ouais, je faisais des nuits blanches, je me levais très tôt le matin pour bosser dessus, je me couchais tard pour bosser dessus, et puis c'est... Ça doit pas aider. Non, mais je dis même souvent dans les vidéos, allez voir mes vidéos de l'été 2017, ça se voit. Ça se voit, je suis épuisé. Mais voilà, je veux me battre. Je commence à discuter avec mon manager, mais est-ce que je peux quitter mon travail ? J'aimerais bien développer ma boîte. Alors, il rigolait. T'es mignon, le petit jeune, là, un jour tu comprendras la vie. On m'a quasiment dit mot pour mot ce genre de choses-là. Hein. Mais en même temps, j'ai eu des collègues qui m'ont dit vas-y, fonce. J'ai pas osé, et je suis encore enfermé ici, donc fonce. Et je les remercie pour ça, parce que ça m'a renvoyé certaines choses. Et donc, je bosse d'arrache-pied, je commence à leur dire voilà, j'aimerais bien partir. Ils me disaient non. Je dis mais ça sert à rien de garder quelqu'un qui veut pas rester. Ils me disent oui, mais tu resteras. Du coup, je me suis dit moi, je vais essayer de me faire virer. Je venais plus tard, je partais plus tôt, je faisais mal mon travail. Sauf que là, je partais dans des trucs qui sont pas du tout mes valeurs. Mais j'ai testé. Et puis quand je voyais ma N+1 qui devait rentrer plus tard alors qu'elle avait un nouveau-né et qui commençait à subir en fait mon comportement, j'ai dit je peux pas. Ça me ressemble pas. Je me sentais trop mal. Du coup, je me retrouve vraiment coincé. J'ai dit mais merde, j'ai signé un CDI, super, j'ai pu acheter un appart, mais maintenant je suis coincé. Et puis il y a des collègues qui me disent non mais tu pourras jouer au con autant que tu veux, et il y en a qui l'ont fait et ils sont au placard, mais ils les ont pas virés. Et donc le jour décisif, c'était en mois d'août. J'étais chez mes parents en train de bosser sur mon ordi au bord de la piscine, en mode c'est la vie que je veux, etc. Et là, on entend une sirène de pompiers au loin, comme on l'entend tous les jours. Mais une demi-heure, une heure après, on reçoit un appel à la maison, et là, on apprend qu'un ami d'enfance vient de décéder dans un accident de voiture. Et là, ça a été un choc. Ça a été extrêmement dur parce que le moment où je l'ai appris, j'ai eu une voix dans ma tête qui m'a dit « mais casse-toi ». Il s'est pas levé ce matin en se disant « c'est sa dernière journée ». Il a foutu ses chaussures, il s'est habillé, et puis il est parti. Et moi, ça a été un coup de massue dans ma vie. Je me suis dit « mais en fait, je vais peut-être mourir demain, peut-être mourir dans 2 semaines, dans 10 ans ou dans 20 ans ». Et d'ailleurs, je me bats contre les gens qui me disent « t'es jeune, t'as le temps ». Mais j'en sais rien si j'ai le temps. S'il faut toi qui a 20 ans de plus que moi,
t'as 10 ans devant toi, moi j'en ai peut-être plus qu'un an, j'en sais rien. T'es qui pour maîtriser ça en fait? Et donc là, moi je me prends cette claque dans la tronche, et c'est extrêmement dur à encaisser. Et surtout qu'en plus on avait prévu des vacances avec ma compagne, donc on part en vacances, j'ai eu des vacances complexes, parce que je viens de perdre un ami d'enfance. Je sais que j'ai une grande décision à prendre, mais en même temps on est en vacances, et on a galéré à se les payer ces vacances. On est parti à Rome, très très belle ville d'ailleurs. Ouais. Et en fait, je retourne au boulot, et je sais que je dois prendre une décision. Donc j'ai écrit une lettre de démission, je commence à aller vers le manager, et j'ai dit t'es en train de faire une grosse connerie. Je me rassois au bureau, je vous jure, j'ai passé une semaine, je tremblais tous les jours. J'ai dit je peux pas démissionner, j'aurai pas le chômage. Et là, j'ai pas de clients, j'ai acheté un appart, donc j'ai pas d'argent de côté. Et puis un jour, je me dis, c'était le vendredi, je dis, bah, qu'ils aillent se faire, hop. Et donc je prends mon badge, je pose sur le bureau, et je dis, bah, salut. Abandon de poste. Ouais, je dis, je reviendrai pas lundi. Ça, c'était une grande décision, parce qu'il s'est mis à sourire. J'avais pas prévu ça, et il me dit, mais tu sais que si tu fais ça, tu seras radié. Tout le secteur aéronautique et spatial. Après, je peux vous dire que dans ma tête, je me dis, mince, qu'est-ce que tu viens de faire? Et puis je lui ai répondu, tu sais, moi je préfère être barman que me rasseoir dans un bureau, j'ai besoin de m'éclater avec des gens. Et donc, non, mais tu as des compétences de toute façon, aéronautique, spatiale, bah, oui, mais c'est applicable aussi dans l'industrie automobile, c'est applicable dans plein d'industries. Ouais, mais en fait, je me suis dit, tant mieux, là j'ai cramé mon bateau. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Et ça, c'était ma première grande décision. Parce que, oui, c'était abandon de poste, mais j'ai eu 2 mois et demi sans chômage, sans argent, j'ai dû vendre ma voiture, c'était très très compliqué. Là, je me suis retrouvé aussi confronté à la solitude de l'entrepreneur. Hein. Et pendant quasiment un an, j'étais à moins de 2000 balles sur mon compte, quoi. C'était très 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 dur. Mais je suis content d'avoir vécu ça, parce que, de une, j'ai pris conscience que agir avec le cœur, c'est la plus grande liberté qu'on peut avoir. Et de deux, ça a forgé mon état d'esprit comme jamais. Parce que les impôts qui commencent à appeler, pour dire il faut payer la taxe foncière, parce qu'Antoine il achète un appart, il oublie qu'il faut payer la taxe foncière, mais qu'il n'y a pas d'argent, qu'on a moins de 2000 balles, je peux vous dire que ça forge. Là on apprend à gérer ses émotions, à trouver des solutions. Et puis il y a des solutions, j'imagine que tu peux appeler les impôts pour demander un différé. Oui voilà, on a trouvé des solutions, mais c'est quand même une pression. Ouais, sur le coup, c'est le tout-puissant qui m'appelle pour me taper dessus, attention. Donc j'adore. On peut rien faire, hein, donc voilà. Ils vont pas dire oui monsieur c'est pas grave, on fait un petit cadeau, non ça marche pas comme ça, il faut. Et deuxième grande décision, c'est quasiment un an après avoir quitté mon boulot, donc je suis à moins 900 sur mon compte. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, ouais. Et à ce moment-là, je me retrouve confronté à... J'ai mes premiers clients, mais je suis toujours à moins 900, je suis encore sous l'eau, mais c'est moins pire. Pour pas dire, tu as la lumière, quoi. Ouais, je commence à avoir la lumière un petit peu. Et en fait, je me retrouve confronté, parce qu'à ce moment-là, j'ai 23 ans, et je me dis, mais Antoine, t'es un petit jeune, t'es pas crédible, je me sens pas crédible. Et je me suis dit, ok, comment est-ce que tu peux faire pour te prouver à toi-même que t'es pas juste un petit jeune qui veut être coach, mais que tu veux créer une grande entreprise, et comment tu peux leur prouver? Faut faire un truc de grand. Ouais, faut faire quelque chose de grand. Et je me suis dit, fais ce que les autres ne font pas. C'est un truc qui m'a beaucoup animé dans mon parcours. Et comme un fou, je me suis lancé dans une tournée de conférences. Il faut savoir que la tournée que j'ai faite en 2018, elle m'a coûté entre 5 et 6 000 euros. Aujourd'hui, celle qu'on est en train de prévoir, elle va nous coûter 30 000 euros. Donc, c'est pas les mêmes budgets, mais à l'époque, pour moi, 5-6 000 euros, quand on est à moins 900, c'est soit ça passe, soit je préfère même pas imaginer ce qui va se passer. Et donc, je me lance dans cette folle aventure de la tournée. Je pense qu'il y a quelque chose là-haut qui m'a aidé, qui m'a filé un coup de pouce, il a dit c'est audacieux, vas-y, je vais t'aider un peu quand même, parce qu'il y a du monde. Ça a marché, il y a eu du monde par rapport à l'audience que j'avais à l'époque. Hein. J'avais entre 15 et 30 personnes par salle, ce qui est très bien. Ouais, c'est très bien. Je pense que je sais pas, ça a créé quelque chose. Il y a eu quelque chose de différent peut-être sur le marché du coaching. Les gens se disent, bah, enfin un coach qui sort de sa webcam, j'en sais rien, et qui va au contact des gens. Et ça a lancé ma boîte. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, tous les voyants sont rouges. Il faut y aller quand même. Si le cœur dit vas-y, il faut y aller. Il faut être prêt à assumer les conséquences. Il faut être prêt à se battre derrière. Il faut y aller. Parce que je pense que si j'avais pas quitté mon boulot du jour au lendemain, j'y serais peut-être plus aujourd'hui, mais j'aurais pas le même état d'esprit en ce moment. Et si j'avais pas fait ma tournée, c'est certain que ma boîte n'en serait pas là aujourd'hui.
parce que ça a été ma marque de fabrique. C'est ce qui m'a permis de passer de micro-entreprise à société 3 mois après. C'est ce qui a aussi assis mon autorité. Enfin, voilà, ça a été les grandes décisions les plus dures, parce qu'elles étaient aussi bénéfiques que potentiellement catastrophiques. Et j'ai pris conscience que c'est dans ces décisions-là qu'on avance le plus. Et je me bats en fait un peu pour que les entrepreneurs aient l'état d'esprit de prendre des décisions comme ça. Les gens, ils jouent trop petits aujourd'hui. Ils veulent les fruits de leur travail, ils veulent le fantasme de la réussite, la liberté, mais ils font rien pour. Enfin, ils font rien. Il n'a pas, enfin, honnêtement, j'en connais pas beaucoup qui font tout le nécessaire pour atteindre quelque chose. Pour moi, il y a deux types. J'aime pas cette façon de le dire, mais... Il y a les bons et les mauvais entrepreneurs. Non, pas du tout. Non, il y a les entrepreneurs qui ils cherchent à se créer une entreprise pour vivre. Ils n'ont pas forcément envie de faire se verser 10 000 euros par mois ou un truc comme ça. Eux, leur objectif, c'est je gagne 2 000 à 3 000 euros par mois. J'ai envie, je peux payer mon loyer, juste mon être appart, indépendant, mon truc, en fait. être indépendant. Et c'est un objectif en soi, Bien et sûr. c'est très respectable et c'est très bien. Et puis, il y a ceux qui sont ambitieux. Mais en même temps, quand on est ambitieux, bah, oui, il faut faire des paris, il faut se lancer, il faut sauter du pouvoir. Et puis, quand on cherche quelque chose de stable, bah, étant donné que la cible est stable, bah, les paris, il n'y a pas besoin qu'ils soient disproportionnés, en fait. On a quand Il même faut- quelques-uns On y à va faire. petit à petit. Oui, il faut en faire. À un moment... Je connais des gens qui sont plus dans la thématique du je veux une boîte parce que je veux juste subvenir à mes besoins. c'est ça. Mais une boîte, il faut la lancer. Et pour la lancer, il y a toujours des efforts à faire Bah qui oui. sont hors du commun par rapport à la personne. Quand je dis hors du commun, c'est pas faire des trucs de dingue, mais c'est hors Même du si commun c'est, par rapport à la se vie de la mettre face personne. à la caméra et se montrer sur les réseaux sociaux et assumer que ses collègues regardent son Instagram Ouais. et se moquent de soi. Ou Quoi. juste oser prendre le téléphone et démarcher les premiers clients. Aussi. Il faut faire ces pas-là. Et moi, ça m'attriste de voir des gens qui ont des super belles idées, des super beaux projets, mais qui n'agissent pas à la hauteur de leurs ambitions. Quelque ambition que ce soit. J'avais vu une vidéo un jour qui disait l'endroit le plus riche sur Terre, c'est les cimetières. C'est tous les gens qui n'ont pas osé mettre en avant leurs projets, des gens qui n'ont pas osé écrire leurs livres, des gens qui n'ont pas osé dire merde à certains de leurs proches, parce qu'ils voulaient leur plaire, ils voulaient convenir à une pression sociale ou j'en sais rien. Et moi aujourd'hui, ma boîte, franchement, je me bats pour ça. Je me dis, mais vous imaginez pas ce qui sommeille en vous. Vous avez un potentiel incroyable, peu importe votre niveau. Parce que là, quand je dis ça, je parle autant à ceux qui veulent se lancer qu'aux dirigeants qui ont plein de salariés, mais qui en fait s'est créé une prison dorée. C'est aussi pour ça que tout le monde n'est pas entrepreneur. C'est-à-dire que tout le monde a la capacité, tout le monde a même les compétences ou les idées pour entreprendre. Par contre, il va toujours y avoir une excuse pour ne pas y aller. Une excuse souvent financière. J'ai un prêt, j'ai une famille à nourrir, etc., etc. Mais en réalité, est-ce que l'année prochaine, il n'y aura pas une nouvelle excuse? Est-ce que dans 5 ans, il n'y aura pas une nouvelle excuse? Et en fait, si on est comme ça, en fait, ce ne sera jamais le bon moment. Et c'est pas à 60 ans qu'on va se lancer en tant qu'entrepreneur quand on a l'espoir de la retraite devant. Je pense qu'on devient bon entrepreneur quand on observe une excuse et qu'on en trouve une solution. Pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui passe son temps à gérer, à transformer des problèmes en opportunités. Voilà. Et pour moi, c'est le premier état d'esprit de l'entrepreneur. Ouais. Que ce soit un problème perso ou pro, une excuse pro ou perso, si on transforme ça en opportunité. En fait, on s'en fiche de qui a causé une situation. Ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Ah oui, on ne pourra plus rien changer de toute façon sur ce qui a Non, créé. c'est là. Ouais. Okay. Ouais, je peux vite dire à un client, écoute, je m'en fous de ce que tu me racontes, parce que de toute façon, on ne changera rien. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? C'est bien beau, là, ton discours, ça te rassure, c'est bien, mais ça ne sert ni ta cause, ni ta vie, ni tes clients. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ah, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais là, rappelle-toi pourquoi tu as voulu devenir entrepreneur. Rappelle-toi. C'est ça. Alors, je reviens juste sur déjà ta première décision. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, une fois que tu as posé ce badge et que tu es parti, tu as eu, et le moment où tu t'es rendu compte que tu étais à moins de 2000 sur ton compte, est-ce que tu as eu des regrets? Non. Jamais? Non. J'ai eu aucun regret parce que j'ai eu cet événement marquant qui m'a montré qu'en fait, rien n'est grave. Un jour, mon banquier m'a appelé. Monsieur, vous êtes à moins de 3000, c'est catastrophique. Dans la tête, je dis, mais imagine pas ce qu'il va y avoir sur ce compte un jour. On s'en fout, là.
Donc j'ai jamais eu de regrets par rapport à ça. Au contraire, j'ai toujours été très heureux d'avoir pris cette décision. J'en suis toujours aussi honoré aujourd'hui. Je dis pas que j'en ai bavé, mais de là à regretter, non. Peut-être que des fois, je me suis dit, t'aurais pas dû, mais j'ai pensé ça 10 secondes. Après, j'ai observé tous les bénéfices qu'il y a eu derrière et je me dis, ben non. Par exemple, 3 semaines après avoir quitté mon boulot, mes grands-parents sont tombés malades, pas bien, et j'ai pu partir en Alsace, sans rien demander à personne. Et je suis parti. Et là, je me dis, mais rien que pour ça, tu peux pas regretter ça. Parce que la famille, un jour, ils seront plus là. Et ça aurait été con de passer ce temps-là au bureau. Ou de demander, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir des congés pour aller voir... Alors que là, tu mets ton ordinateur dans ton sac à dos et tu pars. Je pars. Ça sert à rien, je prenais l'ordinateur, j'avais pas de clients, mais c'est t'avais dans pas de l'idée. clients. Ah non, mais quand je suis parti, j'ai eu mes premiers clients, je pense, 6 mois après avoir quitté mon boulot. Et à ton avis, c'est quoi la différence entre la même situation, hein, entre quelqu'un qui va s'obstiner et continuer à s'enfoncer jusqu'à, je sais pas moi, devenir SDF, etc., et ne jamais pouvoir se redresser, et ton parcours? C'est une très bonne question. Ça, j'aime bien. C'est une très bonne question parce que je pense qu'il y a plein de réponses à ça. La première, c'est déjà savoir pourquoi est-ce qu'on le fait. Parce que souvent, ce qui m'a sauvé, c'est de me rappeler pourquoi je veux être entrepreneur, pourquoi je monte cette entreprise. Donc ça donne un sens. Deuxième chose, c'est la prise de recul. Moi, j'aime bien faire la différence entre la détermination et la persévérance. La personne qui va finir à la rue est très persévérante, mais elle n'est pas assez déterminée pour prendre du recul. Si on devait encore prendre une image perchée, mais qui est marquante, j'aime bien la raconter parce que les gens s'en rappellent, c'est être persévérant, c'est être une mouche qui veut sortir par la fenêtre. Elle va persévérer, taper sur la vitre. Je veux sortir, je veux sortir. Elle veut, hein, mais elle n'est pas assez déterminée pour prendre du recul et se trouver une autre sortie. Et elle va finir par mourir desséchée en bas de la fenêtre. Donc c'est vraiment important des fois de se dire, ok, un événement marquant que j'ai eu qui m'a fait prendre conscience de ça, ça a été en 2018, donc début 2018, je fais un séminaire. Et je pète un plomb en fait. Je me dis, mais j'ai fait 250 vidéos, je fais du contenu tous les jours. Il y a des gens sur scène qui ont fait que 50 vidéos et qui font, je sais pas, des dizaines de milliers d'euros par mois. Et en fait, je me suis dit à un moment, le problème, c'est toi. Mais t'es aussi la solution. Et je pense qu'une personne qui va tomber très bas sans se remettre en question, va jamais se dire c'est ma faute. Mais je suis aussi la solution. Parce qu'attention, il ne faut pas dire c'est ma faute et s'arrêter là. C'est-à-dire c'est ma faute. C'est ce que j'ai fait, comment je corrige quoi. Voilà, je suis responsable, par contre maintenant qu'est-ce que j'en fais? Parce que je suis à 100% convaincu qu'on n'est pas 100% responsable de ce qu'on vit. Par contre, on est à 100% responsable de ce qu'on en fait. Et moi je pense que c'est ce principe de responsabilité qui crée la différence. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que si j'avais fait tout ce contenu et que j'avais pas de clients, c'est parce que j'étais pas moi. Je voulais ressembler à mes mentors. Je faisais genre. Et j'ai fait un exercice qui est très intéressant. C'est que je suis rentré de ce séminaire-là, j'ai pris mon micro à podcast et j'ai fait un podcast. Je me suis juré de jamais le publier. Je crois même que je l'ai supprimé, pour être sûr. Je me suis dit, ce podcast-là, jamais tu le publieras. Personne ne l'entendra dans ta vie. Et tu vas aller parler au petit Antoine qui se faisait tabasser au collège. Et tu vas lui dire tout ce que tu as à lui dire. Tu vas lui transmettre tes enseignements, etc. Et je me suis mis à chialer pendant ce podcast. Et j'ai compris ce que c'était que parler avec son cœur. Le lendemain, je fais une vidéo en partageant le principe d'authenticité. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai mon premier client à 1500 €. Le lendemain de cette vidéo. Et il me dit, je suis venu vers toi pour ton authenticité. Et là, je me dis, en fait, pour développer sa boîte, faut pas jouer un rôle. Faut être soi. Et tant pis pour ceux que ça plaît pas. Alors, je pense qu'on sera jamais authentique dans notre vie. On joue toujours des rôles. Par contre, c'est juste chercher à être un peu plus que la veille. Et voilà. Pour la petite histoire d'ailleurs, ce client, il m'a payé. Je ne l'ai plus jamais revu. Donc je suis passé de moins 2000 à 500 € sur mon compte. Donc déjà, si vous voulez un remboursement, je ne pouvais pas le rembourser. Donc je peux vous dire que j'ai vécu 6 mois tendus. Parce que je dis, mais comment je vais faire s'il me demande de le rembourser? Parce que je le relançais, j'avais jamais eu de nouvelles. J'en ai toujours pas eu aujourd'hui. Merci parce qu'il m'a... Il t'a juste donné l'argent, il a jamais travaillé avec toi? Il m'a envoyé un signe. Ouais, j'ai jamais eu de nouvelles. Ok, c'est j'ai appris qu'il gagnait ça par demi-journée. Donc, oui, donc... Il s'était payé un petit restaurant. Bon, c'était pas grand. Ouais, moi je dis merci. En fait, ça m'a envoyé un signe. Ça m'a... Ok. Enfin, bref, voilà. Je reviens sur la détermination. En gros, ce que tu es en train de dire, c'est que si jamais la tournée n'avait pas fonctionné, etc., si tu t'étais vraiment retrouvé à sec,
tu aurais été capable potentiellement de faire 6 mois de CDD pour relancer après ton activité ou des choses comme ça? Là, tu touches un point intéressant. Sa réponse est non. D'accord. Je le dis toujours, je préfère être ermite dans la forêt que signer un CDI. Mais vraiment, c'est très fort chez moi. Parce qu'à chaque fois dans les moments difficiles, je me suis dit, mais attends, si tu devais retrouver un boulot, là, tu ferais quoi? Et c'est mort. Et je me remettais devant mon ordi et je changeais les choses. Okay. En fait, je pense que j'aurais essayé de faire rentrer du cash dans ma boîte d'une autre façon. Mais hors de question pour moi de faire marche arrière sur ça. En fait, il y a 2 façons de prendre du recul. C'est soit je fais un pas en arrière et je sais, en fait, c'est que je sais au fond de moi que si je fais ce choix-là, je vais me tuer. Métaphoriquement parlant. Voilà. Là, je vais m'éteindre. Et je dois pas faire ça. Par contre, il y a 1000 façons différentes de monter une boîte. C'est pas parce que ma tournée aurait foiré. Bien sûr. J'aurais vendu mon appart. Tu vois. Je me dis, ok, c'est pas grave, je vends mon appart, je fais une plus-value dessus. Et puis voilà, je me débrouille autrement. Ou alors, de toute façon, vu que tu as entrepris une fois, même si ça n'a pas encore décollé à l'époque de la tournée, tu es capable de relancer autre chose. Oui, c'est ça. Tu es capable de lancer 4 landing pages, 4 produits différents, et celle qui marche, tu développes le produit. Et, ouais. Avant d'être obligé de revenir au salariat, il y a d'autres options. Ah oui, complètement. J'ai eu la réponse. C'était... voilà, parce que je me la suis posée plein de fois. J'ai dit, mais si tu dois retrouver un boulot, c'est hors de question. Vraiment, en fait, là, ça serait... Et puis, je dis toujours, je suis le pire salarié du monde. Je suis un bon entrepreneur. Par contre, je ne souhaite à personne de me recruter un jour. Parce que comme ce ne sera pas ma mission, mon message, j'en sais rien, ça va pas me... T'as besoin d'adhérer... Le seul peut-être cas dans lequel je pourrais peut-être redevenir entrepreneur, et c'est un minuscule peut-être, hein, c'est si je rentre dans une start-up avec un message fort, qui a envie de changer le monde, qui laisse une liberté d'intrapreneuriat à l'intérieur. C'est le seul cas. Oui. Et rentrer dans une boîte conventionnelle comme dans laquelle j'ai été, c'est... Même à mi-temps. C'est un numéro. Ah mais non. Non, mais on a bien compris la réponse. En fait, ce que je veux dire, même si j'y vais à mi-temps, je vais rien faire pendant le mi-temps. Je vais juste venir pour la paye. Le reste, je développerai ma boîte à côté. Et je souhaite pas un recruteur de... Bah non. Ça, c'est clair. Bah non, c'est... Concernant la deuxième décision, tu as abordé le fait de faire quelque chose que les autres ne font pas. Est-ce que tu connais la stratégie Océan Bleu? Je connais le principe, mais j'ai jamais lu le bouquin. Mais pour moi, c'est un peu ça. C'est toujours penser différemment de la concurrence. C'est ça. Je te le conseille parce que ça ne veut pas forcément dire essayer d'avoir une idée qui est révolutionnaire, mais c'est au contraire de se dire, y a un marché existant, qui est l'Océan Rouge. Comment moi, je peux me démarquer parfois sur des petits détails pour que en fait, je me crée un marché qui est unique. Une question qui est intéressante, que mon père m'a transmis beaucoup de choses, directement ou indirectement, mais il m'a dit un jour, Antoine, il faut que tu marques les gens à vie. C'est-à-dire que tu peux arriver dans un dîner mondain où ils arrivent tous avec leur Mercedes, si toi t'arrives, t'as 2 Dodge roses, tout le monde saura parler de toi. Tout le monde. Ah, tu as vu le gars avec sa Dodge? Ouais, c'est bon, je vois qui c'est. Tu vois. Et là, c'est encore une fois une métaphore perchée, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire de marquant pour que les gens se disent, je me rappelle de ce gars-là, ou de cette femme-là? C'est hyper important. Ça aide à développer cette fameuse stratégie de l'Océan Bleu, parce qu'on trouve des idées différentes. Moi, par exemple, tu vois, t'as un beau stylo Mont Blanc, mes clients qui ont des belles réussites, je leur envoie un stylo Mont Blanc. Parce que c'est riche en symboles pour moi, j'ai changé ma vie, j'ai sauvé ma vie grâce à l'écriture, j'aime offrir ce cadeau-là. Et quand mes clients, ils le savent pas, ils reçoivent ça chez eux, ils disent, mais waouh, j'ai jamais vu ça. Et je lui dis, maintenant tu vas signer de beaux contrats avec ce stylo, tu vas écrire ton futur avec ce stylo. Et je sais que j'ai marqué mes clients à vie comme ça. Maintenant, les futurs clients d'Antoine le sauront. Si vous voulez un Mont Blanc, alors il faut qu'ils viennent. Parce que j'ai des clients qui me disent, oui, mais j'ai pas eu mon Mont Blanc. Je dis, mais parce que t'as pas encore eu ta super sortie de zone de confort ou ta super réussite. Et même si tu l'as 1 an après qu'on ait bossé ensemble, je te l'enverrai le stylo. Parce que moi, quand j'ai un client, je mets le budget de côté pour le cadeau. Parce que je crois en eux et je sais qu'un jour, ils le feront. Et donc voilà, je trouve ça intéressant. Avant, j'envoyais une bouteille de champagne avec marqué succès dessus. J'ai changé ma perception un peu de l'alcool. Maintenant, j'essaye de pas faire ce genre de cadeau, mais il y avait quand même un symbole en fait derrière ça, quoi. Donc voilà. J'aime beaucoup l'idée. On arrive du coup à la dernière question. Okay. Antoine, quel est le secret de ta résilience en tant qu'entrepreneur? Le secret de ma résilience,
Je pense que je suis, je suis borné. Je pense que la cause que je soutiens, mon histoire, est trop grande pour laisser tomber. Et je sais que je serai malheureux toute ma vie si je laisse tomber, en fait. Je suis fait pour ça. Peu importe ce que je traverserai, je continuerai. Et quelque chose qui m'aide aussi beaucoup, c'est de me dire, c'est quoi le cadeau derrière ce que tu traverses, là? Et il y a des gens, ils détestent se poser cette question. Ils disent, il n'y a pas de cadeau, tu te rends compte, c'est horrible et tout. Ouais, mais si tu vois ça comme un cadeau, tu réagis comment? Ça te pousse à te remettre en question sur quel sujet de ta vie, ça te pousse à remettre en question quelle partie de ton entreprise. Parce que percevoir les choses comme ça, c'est ce qui fait que n'importe qui peut devenir un grand entrepreneur. C'est juste observer les choses en face. C'est comme quand on roule dans notre voiture. S'il y a le voyant carburant qui s'allume, on passe pas 2 heures à dire « fais chier, je comprends pas, comment ça se fait, c'est toujours moi, à chaque fois que je roule, j'ai ce voyant qui s'allume. » Non, on va aller aux stations essence. Ok. Et c'est ça en fait, le secret de la résilience, c'est j'ai un indicateur qui s'allume, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je peux changer les choses grâce à ça? Et je pense que quand on a cette perception des choses et qu'on se projette avec son soi dans 10 ans, on se rend compte que rien n'est grave. Et que même avec l'histoire que j'ai eue, même la mort n'est pas grave. Tout ce qui naît est là pour mourir. Et moi, je sais que j'ai envie de partir en me disant j'ai fait les choses, j'ai pas réussi, j'ai tenté les choses. Il m'est arrivé un truc en 2019, c'était ma 2e tournée. J'étais content, ma première tournée, je l'ai faite en train. Ça a été première date, 3 heures de retard du train. Je suis arrivé en courant dans la salle, il y avait déjà les gens. Je suais, c'était horrible, mais j'étais là. Et donc je me suis dit, année prochaine, je m'achète une voiture et je fais ma tournée en voiture. Donc l'année d'après, je m'achète ma Mégane 4, là j'étais tout content. Je fais ma tournée avec... j'ai 2 exemples de résilience là-dedans. Un exemple de résilience dans cette tournée-là. Mais pendant cette tournée, j'ai pris 4 jours de pause dans le Jura. Et je roule dans cette voiture que j'avais depuis 2-3 mois, quoi. Et je roule et je dis, putain, d'où t'en viens là? Tu roules avec une voiture qui est payée par ta boîte, c'est extraordinaire. T'es en pleine tournée, t'as des clients, ça se développe. Et j'ai eu une sensation bizarre. C'est qu'à un moment, je me dis, ça y est, je peux partir. Tu vois, c'est bizarre. En fait, je me suis dit, par rapport à la promesse que je me suis faite quand j'ai perdu mon ami, c'est bon en fait. T'as eu un accomplissement. Ouais. Je me dis, ça y est, j'ai pas réussi comme je pouvais avoir envie de réussir à ce moment-là. Mais Antoine, t'as une boîte, t'accompagnes des gens à transformer leur vie, t'es en tournée, t'es dans ta voiture, tu fais un petit road trip super sympa, là, j'étais dans le Jura, c'était magnifique. Et je me dis, en fait, c'est bon. Je pense que là, à ce moment-là, j'ai accompli ce que très peu de gens vivent dans leur vie, en fait. Enfin, ce qu'on a accompli dans leur vie, c'est de vivre avec leur cœur et que ça marche. Et ouais, ça, je trouve ça très important. Parce qu'en fait, après, j'ai un peu changé ma perception des choses. Je me dis que maintenant, c'est du bonus. Je me dis, ça y est, en fait, là, je peux partir. Genre, j'ai pas envie, c'est pas l'idée. Mais je me dis, en fait, si là, comme mon pote, je me lève un matin et que c'est ma dernière journée, j'aurai pas de regrets. J'aurais pas vécu pour rien, quoi. Exactement. Et un exemple de résilience à ce moment-là, pareil, si on observe les indicateurs. Donc, je suis à Lille, je donne une conférence à Lille, et le surlendemain, je donne une conférence à Dijon. Et je me dis, bon, ben, j'ai une nuit où j'ai rien, enfin, j'ai pas de conférence ce soir-là, et j'ai une cliente qui fait une conférence à Strasbourg. Donc je me suis dit, je vais aller la voir, je dors chez ma tante, et pour aller la voir en conférence, je vide mon sac. Ordinateur, clé USB, non pas clé USB, vous allez voir, c'est l'important. Ordinateur, le petit truc pour pointer et changer les slides, je vide tout mon sac. Je vais à la conférence chez ma cliente, je rentre, et le lendemain je pars. Et la Renault que j'avais, les clés, en fait, quand on s'éloigne de la voiture, ça fermait la voiture automatiquement. Je mettais les clés dans la poche. Et pendant toute la tournée, j'avais prévu 2 jeux de clés au cas où j'en perds un, j'en sais rien. Et à chaque fois, il fallait que je pense à la fermer manuellement. Parce que comme il y avait une clé dans la voiture, elle se fermait pas. Puis à un moment, je vais une aire d'autoroute, je pars et elle se ferme. C'est bizarre que ça soit fermé la voiture. Je dis bon, peut-être qu'elle est intelligente, elle a compris que ça fait 1 semaine que je roule, 2 semaines que je roule et que... Et puis je m'arrête, je me pose pied, je repars en voiture. Et puis ça me trotte dans la tête, c'est bizarre quand même. Et une demi-heure avant d'arriver à Dijon, je me dis, oh putain, ma clé elle est chez ma tante. Il y avait quoi à côté de ma clé? Mon ordinateur avec mes slides. Et je dis, mais j'ai tout oublié. Je regarde l'heure.
Je dis, j'aurai jamais le temps de faire l'aller-retour, même si je roule à 160. Et là, je pète un plomb. Je dis, mais comment je vais faire? Il y a 25 personnes qui m'attendent à Dijon. J'ai rien. Et donc là, je vis une émotion forte, indicateur, voyant qui s'allume, panique. Et à un moment, je me dis, ça ne changera rien. Ta tante, elle peut pas venir? Mais même si elle vient, non, parce qu'elle bossait. Donc c'était dans leur maison, fermée à clé, sans personne. Donc, et même si elle venait... Et t'as rien sur un drive. Ah, tu vois. Et donc, je Première étape, c'est de toute façon, là, t'étais pas en phase de trouver une solution, t'étais en crise, quoi. Ouais, mais en même temps, c'est intéressant parce qu'il faut vivre l'émotion. Les gens qui refoulent leurs émotions, c'est pas une solution non plus. Donc, je pète un plomb dans la voiture. Je dis, mais t'es con, mais comment t'as pu faire ça et tout. Et moi, je me dis, mais attends, t'arrives à Dijon, tu ne peux rien faire. Donc, je me calme et je dis, maintenant, trouve des solutions. Je contacte des gens que je savais qu'ils allaient venir me voir. T'as pas un ordi à me dépanner et tout? Ouais, c'est bon, je te prends le Mac et tout. C'est bon parce que j'avais la clé USB dans mon sac. Ah. Parce que j'avais au cas où une clé USB. Pas fini, j'arrive à l'hôtel où je faisais la conférence. Je dis bonjour, monsieur Redel, pour la conférence. Non. Vas-y. J'ai réservé, j'ai payé, mais je trouve pas. Vous allez trouver. Je suis désolé, mais dans 1 heure, il y a les gens qui arrivent. Et un quart d'heure, la personne cherche. Elle me dit c'est bon, on l'a trouvé. C'est vrai, on l'avait oublié. Donc je me retrouve à ranger la salle avec elle pour tout préparer. Alors que moi j'aime bien aller à l'hôtel, je prends ma douche, je me fais un peu de sport et après je me fais un temps de méditation. Donc je fais du cardio et après je me calme pour mettre en mouvement mon corps. Je ne peux pas faire ça, mais c'est pas grave. Le gars arrive avec son ordi, je branche ma clé USB, il n'y a rien dessus. Parce que je l'avais formaté pour faire la mise à jour de la Renault. Et je dis, mais Antoine, t'as tout enchaîné aujourd'hui. Et heureusement, je m'étais envoyé un mail avec les slides au cas où. Sauf que bon, le petit défaut de ça, c'est que je mets toujours mes slides à jour en fait, en fonction de mes conférences et des retours que j'ai, etc. Donc j'avais les toutes premières slides, mais c'était pas grave, j'ai quand même pu faire ma conférence. Mais le lendemain, je suis remonté à Strasbourg pour redescendre à Lyon, quoi. Après, aujourd'hui, dans le pire des cas, même si tu te retrouves sans ordi, sans clé, sans machin, je suis sûre que tu peux quand même animer une salle. Oui, mais complètement. Oui, mais même à l'époque, j'aurais pu le faire. En soi, j'aurais pu très bien me dire, ok, bah, je me débrouille. C'est juste que c'est une béquille on a l'habitude de s'appuyer dessus. Exactement. Et du coup... Exactement. Et ça, c'est aussi une notion de résilience, parce que il y a une situation, mais il faut faire avec. Et en vrai, c'est pas grave. Il n'y a rien de grave dans la vie. Rien. Et je connais des gens je connais une personne, là on va rentrer dans des sujets un peu plus délicats, mais je connais quelqu'un qui a perdu sa femme à la naissance de son enfant, et qui dit c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de ma vie. Et il le dit parce qu'en fait, aujourd'hui il est spécialisé pour la gestion du deuil, mais en fait il a réussi à faire de tout ce qui nous arrive dans la vie un cadeau. Comment est-ce que je peux faire en sorte que cet événement qui vient de m'arriver, peut-être la plus belle chose qui peut m'arriver dans ma vie, plutôt que de partir dans un cercle infernal qui peut nous emmener très loin. Et ce gars-là, il est heureux, il accompagne des gens maintenant à faire ça, et je trouve ça magnifique. Parce que grâce à sa perception, j'ai divagué un petit peu, mais c'est... Non, c'est passionnant, et puis... donc là, tu as parlé d'exemples de résilience, etc. Je pense qu'il y a un point qu'on a déjà abordé, en fait, tout à l'heure, qui fait partie aussi de ta résilience, c'est le fameux bateau brûlé. C'est, en gros, on l'a vu quand je t'ai posé la question sur est-ce que tu reprendrais un CDD ou des choses comme ça. Non, pour toi, en fait, tu t'es interdit le fait d'avoir une solution, un plan B. Et ça aussi, ça joue dans la résilience, parce que du coup, quand tu es au pied du mur, tu vas forcément aller chercher une autre solution, te battre pour avancer. Alors que si tu peux te retourner parce qu'il y a un canot de sauvetage, forcément... tu ne seras pas aussi prêt à aller sortir de ta zone de confort une nouvelle fois pour aller plus loin. Mais d'où l'importance de se rattacher à des causes. Ouais. Parce que c'est très dur d'être résilient, c'est très dur de jamais lâcher le morceau si on se réfère toujours à son passé. Et oui, j'en ai bavé dans mon passé, mais aujourd'hui, je me bats pour ça. Je suis pas en mode c'était compliqué, tu comprends, ça explique mon comportement, mais je sors pas toutes les... Enfin, ça peut m'arriver, parce qu'on est humain, je suis humain. Mais c'est de dire non, mais en fait, je vais me servir de mon passé pour soutenir des causes. Ouais. Et ça donne une sacrée force aussi, parce qu'on ne pense pas qu'à soi, on pense aussi à tout ce qu'on peut partager et créer autour de soi.
Je pense que les plus grandes personnes qui ont été sur Terre et qui ont créé soit de grandes associations, des fondations, ou des grandes entreprises, bah, ils ont une cause extrêmement forte derrière, qui les surpasse. Tout à fait. Et je pense que la plupart des gens échouent parce qu'ils pensent trop à eux dans leur boîte. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils vont penser de toi? Pense à ton projet et à tout l'impact que ça peut avoir. C'est facile d'en rire, on en rit aujourd'hui, et encore. Quand on se met face à une caméra pour faire une story ou un truc comme ça, bah, on la revoit deux, trois fois avant de la publier. Ouais, mais peut-être. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je peux aborder ce sujet-là? Mais en fait, ça peut être aussi une bonne façon de se dire, attends, si là, je me connais à tous les clients qu'on peut aider via cette vidéo et l'impact qu'on peut avoir derrière, ok, tu vas peut-être bugger 2-3 fois devant ta vidéo, mais tu vas quand même le faire. Bah oui. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais en fait, j'ai pas fait parce que j'ai honte de moi. Oui, mais c'est que ton message, il est pas assez grand. C'est que ta cause, elle est pas assez grande. Et que ton ego personnel est plus grand que ça. Et là, il y a un vrai problème. Et aujourd'hui, je suis intimement convaincu que la plupart des entrepreneurs se loupent parce qu'ils pensent trop à eux. Ils pensent beaucoup trop à eux. Ils pensent pas assez à leurs clients. Ils pensent pas assez à tout le mouvement qu'ils peuvent créer. C'est intéressant ce que On est là pour servir nos clients, on n'est pas là pour leur plaire. Tout à fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se lancer pour les mauvaises raisons aussi. Pour vouloir être riche, etc. Mais non, en fait, c'est pourquoi tu te bats? Qu'est-ce que tu apportes à tes clients? Ouais. De toute façon, les gens qui veulent se lancer pour être riches, ils abandonnent. Tu ne l'es pas au début. Donc si au bout de 2 ans, ta boîte elle n'a pas décollé, tu abandonnes. Il faut accepter. Hein. Exactement. Après, voilà, c'est pas parce qu'on se lance dans une boîte pour une mauvaise raison qu'il faut arrêter, parce qu'on peut changer la raison. Bien en fait, sûr. Qui fait que Bien sûr. entrepris. C'est pas figé. Ouais, c'est ça. Parce que je pense qu'on a tous entrepris pour des raisons qui ne sont pas forcément saines non plus. Moi, je me suis entrepris pour ma gueule, pour ma liberté, pour gagner de l'argent, etc. Et après, il y a eu cette cause-là qui est devenue plus grande, et c'est ce qui a fait que j'ai pu faire ma tournée ou des choses comme ça. Exactement. Donc, mais il faut l'attraper au vol, prendre ce qu'il y a à prendre au bon moment, quoi. Exactement. Et il faut prendre conscience que tout le monde va attirer des clients, mais si on prend la métaphore de l'aimant il repousse autant qu'il attire. Et pour oser repousser, oser attirer, il faut se sortir de la matrice d'une certaine manière. Et il faut avoir une position qui va filtrer. Ok, donc les questions du tac au tac. Première question, est-ce que tu es plus recrutement ou prestataire externe? Prestataire externe, pour lancer une boîte, j'ai envie de dire. Faut tester les choses. Après, si je pense plus long terme, je pense recrutement, parce que j'ai envie de contribuer aussi. Ça crée peut-être plus de stabilité dans le système aussi. Mais c'est difficile pour moi, parce que comme j'ai du mal avec le salariat, je me suis beaucoup posé cette question, est-ce que je vais pouvoir avoir des salariés? En sachant que dans ma tête, j'aurais envie de leur dire tous les jours, mais casse-toi, crée ta boîte. Donc c'est délicat. Je dirais prestataire. Ouais. Mais j'aimerais quand même un jour avoir des salariés. Et par contre, je vais faire en sorte d'être sûr qu'ils soient heureux là-dedans. Et je vais les faire grandir avec l'entreprise. Je pense qu'ils auront des parts, peut-être de la boîte, ou j'en sais rien, parce que... Ça me fait penser à quelque chose, j'ai déjà rencontré un entrepreneur qui m'a dit que ses employés, un jour par semaine, en fait, il leur laissait le choix de faire ce qu'ils veulent, notamment soit de travailler pour une association partenaire de l'entreprise, soit pour eux. Et il les soutient en fait dans cette notion d'entrepreneuriat. Et il les aide même à se lancer s'ils veulent se lancer. C'est une start-up Oui, c'est Shine? Non, c'est pas Shine. Mais okay. Je connais aussi Shine. Mais okay. c'est pas eux en l'occurrence à laquelle je pense. D'accord, ok. Ouais, les nouvelles boîtes aujourd'hui qui se lancent, les start-up et tout, elles ont cette philosophie que je trouve extrêmement puissante. Est-ce que tu fais plus formation ou auto-formation? Elles sont dures vos questions parce que les deux pour moi sont très bien. Tu peux dire les deux? Je vais d'abord commencer par l'auto-formation. Si tu ne sais pas t'auto-former, attention avec la formation, parce que tu vas peut-être avoir trop tendance à te calquer sur ce qui t'est enseigné. J'ai commencé à changer ma vie en m'auto-formant, en m'auto-coachant, et après je me suis fait coacher. Les deux, vraiment ouais, les deux. Parce que pour moi il faut être bon dans les deux. Ok. Ouais. Est-ce que tu es plus réseau d'entrepreneurs à la cool ou réseau d'entrepreneurs structuré? Quand je dis structuré, c'est un peu comme les BNI par exemple, où il y a des règles strictes à suivre pour réseauter. Ok, à la cool. On est des humains, et je pense que le meilleur de l'humain se révèle quand il n'y a pas trop de cadre.
mais le cadre est aussi intéressant. Il faut les deux. Mais j'irai plus dans un club ou un réseau s'il y a pas que du cadre. D'accord. Ça va m'embêter. Et le fait que ce soit là cool révèle les vraies personnes. Et c'est passionnant. Le cadre crée des moules. Enfin, les moules font des... Okay. Voilà. Est-ce que tu es plus... pardon, là c'est plus un plus, c'est... Est-ce que le téléphone et l'email sont un ami ou un ennemi? C'est le meilleur ami et le pire ennemi. Hein. C'est notre façon de le gérer. Mais en fait, vos questions, elles sont très intéressantes, mais j'arrive pas à choisir. Est-ce que c'est le pire ennemi si on en dépend, c'est le meilleur ami si on sait bien l'utiliser, quoi. Et pour toi? Aujourd'hui, en ce moment, pour toi, c'est quoi? Alors, ok, je vais dire que c'est le pire ennemi, parce qu'aujourd'hui, les gens se cachent derrière ça. C'est pour ça que j'ai fait ma tournée, parce que y en a marre, en fait. Tout le monde croit que le business a démarré avec le web, alors qu'en fait, ça fait que 30 ans. Il y a des milliers d'années de business avant, et je pense que les gens l'ont oublié. Donc, je vais dire pire ennemi, parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens se cachent derrière ça. Ça devient une belle excuse pour pas faire de projets audacieux. Il faut aller au contact des gens, il faut se reconnecter au vrai business, à l'humain. Dès que je peux, je vais voir mes clients, manger avec eux. Même s'ils sont à 1000 bornes, j'allais dire 2000 bornes, mais non, même si sont à 1000 bornes, dès que je peux, je vais les voir. Je trouve ça hyper important. Donc voilà, vraiment. Ok. C'est vrai qu'il y a des entrepreneurs qu'on rencontre qui ne savent même pas pourquoi leur entreprise ne fonctionne pas, et en fait, c'est parce qu'ils n'ont jamais rencontré leurs clients. Ah oui. Donc ils ne savent jamais, ils ne peuvent pas savoir. Fiscage derrière, les lead magnets et tout ça, il n'y a pas que ça. Moi, je trouve que le meilleur lead magnet que j'ai eu de ma vie, donc le meilleur outil que j'ai utilisé pour attirer des clients, ça a été mes tournées. On est des humains, on est fait pour se voir, on est fait pour sentir nos énergies. Et tu vas me donner envie de faire une tournée là. Faites une tournée, je vous jure, c'est une aventure aussi stressante qu'incroyable. Oui. Par contre, même s'il y en a qui veulent faire une tournée, quand vous faites une tournée, il y a zéro excuse, il faut la faire jusqu'au bout. Ah oui, on s'arrête pas en plein milieu. Ah non, mais même ce que je veux dire, les gens, l'événementiel, j'ai rien trouvé de plus anxiogène. Hein. Les gens réservent au dernier moment. Une fois, j'ai dû m'arrêter sur une aire d'autoroute en urgence pour stopper les vents parce qu'il n'y avait plus de place. Mais au moment où je prenais la voiture, il y avait encore 15 places. Ah oui. Donc c'était l'après-midi pour le soir même, la salle s'est remplie. Donc quand je dis ça, c'est pas parce que le 2 jours avant, il n'y a pas assez de réservations qu'il faut laisser tomber. Et c'est ça en fait le gros challenge. Donc quand on fait une tournée, il faut la faire. Même s'il n'y a qu'une personne. Moi j'ai déjà eu, alors pas pendant les tournées, mais des conférences où il n'y avait qu'une personne. C'est horrible. Mais il faut le faire. Parce que... Oui, on ne peut pas lui dire, finalement on annule, quoi. Ouais, et puis si on attend qu'il y a du monde, on le fait pour qui? C'est qu'on le fait pour soi. Alors si on dit c'est une personne, très bien, il n'y aura qu'une personne, elle va se faire coacher pendant 2 heures, c'est très bien pour elle. Tant mieux pour elle, tant pis pour les autres. Elle a gagné, hein. Elle a tout gagné. Ouais, non mais c'est voilà. C'est ça. On a divagué. Alors, est-ce que tu as une journée type ou un chaos organisé? Un chaos organisé. Voilà. Je crois que j'ai fait une journée type, ça n'a pas tenu plus de 3 jours. Je me suis ennuyé, pardon. Et, je crois comprendre que cette notion de cadre, ça fait plusieurs fois que ça revient, mais la notion de cadre, que ce soit le salariat, que ce soit le réseau d'entrepreneurs, là on parle de journée type, en fait c'est quelque chose que qui ne marche pas avec toi. Non, par contre voilà, mes premiers rendez-vous je les prends que à 10h. Voilà, T'as des grandes lignes. Oui, c'est-à-dire que mes coachings démarrent toujours à 10h. Entre 10h et 8h, en général, c'est du temps où je fais du deep work, c'est-à-dire que je fais mon one thing. Si j'ai une chose à faire, c'est à ce moment-là. J'ai plus de notifications, je suis vraiment dans ma bulle. Et après, par contre, pas de rendez-vous après 18h. Donc je coupe le soir, je coupe le week-end, sauf si j'ai envie de travailler. Quand c'est un il faut qui vient, c'est non. Oui, non. Voilà. Ouais, ça c'est intéressant. Tu jettes les il faut, par contre, c'est tiens là. J'ai envie de bosser sur tel sujet, là, tu t'empêches pas de le faire, quoi. Ouais, je suis très chiant avec mes clients pour les il faut. Même moi, je l'emploie des fois, mais quand quelqu'un me dit il faut, je dis non, t'as envie ou... Et il y a que, je digresse un petit peu, mais il y a un cas où le il faut marche pour moi. C'est après être passé par un filtre de 3 questions. Parce que le il faut, il m'a servi quand j'ai quitté mon boulot.
Il m'a servi quand j'ai fait ma tournée. Parce qu'il y a des moments où j'avais pas envie. J'étais tellement pétrifié que c'était pas de l'envie qu'il fallait, c'était le il faut qui allait me faire avancer. Première question. Est-ce que ma décision, elle est guidée par ma mission, de pourquoi je fais les choses? Oui. Est-ce qu'elle est validée par mes valeurs? Oui. Et est-ce qu'elle me fait peur? Oui. Si c'est 3 oui, il faut foncer. Là, c'est un il faut. Parce que la raison ou l'émotionnel peut prendre le dessus dans ces moments-là. Et ça, faut pas l'écouter. Il faut y aller. Mais il faut être sûr, et en fait, c'est la complexité des choses, c'est qu'il faut être sûr de bien connaître sa mission, il faut être sûr de connaître ses valeurs. Moi, je passe 2 heures par valeur avec mes clients, et des fois 4 heures. Parce que c'est pas juste un mot, c'est une énergie, c'est des ressentis internes, c'est une histoire, c'est un avenir, c'est plein de choses. Et la plupart des gens ne connaissent ni leur identité, ni leurs valeurs, tous ces tas de choses-là, donc c'est très dur de prendre des décisions. Et c'est très dur de valider ces 3 questions-là. Donc voilà, mais oui, il faut que tu y ailles. Peu importe ce qui va se passer, tu dois le faire. Merci. C'est un bon conseil. Alors, lecture vidéo ou podcast? Podcast. Je peux... Alors moi, je suis un geek. J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo. Et je suis capable de... Si je joue 12 heures dans la semaine, je vais écouter 12 heures de podcast. Voilà, donc j'ai appris à étudier mon fonctionnement et je sais que j'ai une bonne mémoire visuelle et auditive. Et quand j'écoute un podcast en jouant, ça me fait des moyens mémotechniques. Je sais qu'en passant là, ça imprime quelque chose que je viens d'entendre. Donc ouais, surtout podcast. Ouais, surtout podcast. Lecture, c'est marrant parce que je lis presque plus par rapport à avant. J'ai beaucoup lu. Tu as cité pas mal de livres. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai énormément lu à mes débuts dans l'entrepreneuriat, je lis presque plus aujourd'hui. J'ai arrêté de me flageller avec ça. Aujourd'hui, je suis plus sur les podcasts, mais c'est très bien. Et puis voilà. Okay. Donc aujourd'hui, c'est le podcast. C'est un podcast recommandé? Moi, j'aime bien. Alors, il s'appelle plus. Six French Doers. Alors, il faut des interviews de 4-5 heures, 6 heures des fois. J'adore. T'es pas obligé de changer du coup, de sélectionner le prochain podcast quand t'es en train de jouer, c'est ça? Alors j'écoute, ouais déjà, c'est très pratique. Mais j'aime en fait, j'aime les formats longs parce qu'on peut vraiment aller au fond de la personne. J'écoute quasiment jamais de podcast qui dure moins de 30 minutes. Parce que pour moi, on va sur la surface. Moi, quand je vois un podcast qui dure 5 heures, je dis c'est parfait. Là, je vais comprendre l'histoire de la personne. Tous les sujets vont être abordés. Et il y a eux que j'aime bien, il y a Génération Do It Yourself. Ouais. Qui font aussi des podcasts d'1h30, 2h, 3h. Ils interviewent c'est Mathieu Stéphanie, il interviewe des entrepreneurs, des fondateurs de start-up, plein de choses comme ça. Et il y en a d'autres, j'ai pas les noms, parce que des fois je regarde les vidéos, je sais même pas qui le fait. Mais moi, franchement, je vois une interview qui dure 4 heures, je clique dessus. Ok. Comme quoi, nous, on n'est pas si long que ça. C'est comme ça qu'on tombe sur des pépites. Comment? Comme quoi, on n'est pas si long que ça. Ouais, oui, tout à fait. J'ai jamais été dans une interview qui dure 4 heures, ça va être intense. Mais je crois que j'en ai vu 6h30. Ah ouais. Là, c'était long quand même. Là, c'était long. Et pendant un temps, j'écoutais les podcasts dans la voiture. Je ne le fais plus. Parce que Frustration de pas finir. En fait, maintenant, j'adore la voiture. Non, c'est pas ça. J'adore je roule beaucoup. Ouais. Mais j'adore la voiture parce que c'est un moment où j'ai des idées. Et si j'écoute un podcast, je ne peux pas avoir d'idées. Enfin, qui viennent de moi. Ouais. Donc j'écoute la musique maintenant. Et quand tu as des idées en voiture, tu t'arrêtes, tu demandes à OK Google de prendre des notes, comment ça se passe? Non, je médite dessus pendant une demi-heure, 1 heure. Et puis, en général, je l'oublie pas. Ouais, je l'oublie pas. Et si je l'oublie, c'est que c'était pas une si bonne idée. Enfin, c'est ce que je me dis. Ouais, parce que tu disais que tu avais toujours un petit carnet sur toi à tes débuts, donc c'est pour ça que... Bah, aujourd'hui, j'ai des outils de prise de notes sur le portable. En voiture. Bon, après, j'ai la Tesla, donc je peux être l'autopilote. J'avoue, des fois, je mets l'autopilote pour vite noter les petits trucs. Okay. C'est une technique. Ouais. La voiture est assez fiable pour ça, donc ça va. Je profite pour poser la question, parce qu'on ne l'a pas encore eu, mais à quel type de jeu tu joues? J'aime beaucoup les jeux en monde ouvert, où tu peux faire ce que tu veux. Pas de cadre. Si tu veux faire la quête, tu l'as fait. Si tu veux te promener, des fois, je me balade pendant 2 heures. Skyrim, des choses comme ça. Skyrim, j'ai pas joué, mais c'est plus les Assassin's Creed. J'aime bien les Far Cry aussi. Je joue beaucoup à Minecraft aussi. Ça peut être perçu comme un jeu pour enfants, mais moi, ça nourrit mon côté créatif. J'adore. Je peux passer une journée entière sur Minecraft à construire des châteaux. C'est très bien. Et là, j'écoute des podcasts en même temps.
D'ailleurs, j'écoute surtout des podcasts en jouant à Minecraft, parce que c'est pas un jeu... c'est un jeu qui libère la créativité, je trouve ça. Oui, parce que s'il y a un dialogue dans un jeu, forcément tu vas focaliser à un moment donné ta concentration sur ce dialogue pour le comprendre, et comprendre les enjeux de l'histoire, etc. Et donc tu vas forcément décrocher un petit peu de ce qui est dit dans le podcast. En fait, il n'y a que 2 jeux auxquels je joue en écoutant des podcasts. D'accord. C'est Minecraft et Dofus. Ok. Alors Dofus, c'est le pire et le meilleur dans ma vie. Ça a été ce fameux jeu auquel j'étais addict au collège. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans ce jeu-là, moi j'ai ruiné ma vie dans ce jeu, dans mon enfance. Aujourd'hui, j'y joue d'une autre manière. C'est les 2 seuls jeux où je vais écouter le podcast, parce qu'il n'y a pas de narration. Tu fais un peu ce que tu veux. Si des fois j'entends un truc dans un podcast, je peux très bien me dire pendant 10 minutes je joue plus mais j'écris parce que ça m'a marqué. Mais un jeu comme Assassin's Creed ou Far Cry, tu ne peux pas écouter de podcast. Sinon tu meurs toutes les 5 secondes. Et tu n'as rien compris à l'histoire. Et tu n'as rien compris à l'histoire. Et moi j'adore pleurer dans des jeux en fait. J'adore quand les jeux m'emportent. Et ça c'est un truc que je m'en suis beaucoup voulu au début. Je dis tu peux pas être entrepreneur et jouer aux jeux vidéo. C'est interdit. Faut que tu sois dans... Bah oui, mais quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était... Il y a un côté social aussi sur le jeu vidéo qui est difficile de base, c'est-à-dire que c'est du temps perdu pour beaucoup de gens. Exactement. Et du coup, l'associer en plus à l'entrepreneuriat, alors là, c'est catastrophique. Ah ouais, mais moi j'ai déjà fait des parties de Call of avec plein d'entrepreneurs. On jouait à Call of en parlant de nos business, c'était trop bien. Et je trouve ça incroyable. En fait, c'est comment on s'en sert et pourquoi est-ce qu'on le fait. Voilà. Je sais que des fois, j'ai plus envie de bosser et le jeu vidéo m'attire et je sais que c'est pas une bonne décision. Mais je sais que des fois, j'ai plus envie de bosser et le jeu m'attire et que c'est ce que je dois faire. Et quand il y a un entre-deux, je me dis, ok, tu vas jouer, par contre, t'écoutes un podcast. D'accord ? Pour rendre le truc intermédiaire. Tu lâches ton cerveau parce qu'il est saturé, mais en même temps, tu vas le nourrir en étant inspiré par des histoires d'entrepreneurs, par des parcours de création de boîtes, etc. Une autre question, sport ou art ? Ah, c'est dur. Là, je vais répondre ce qui est venu en premier, c'est le sport. Oui. J'étais un très grand sportif. Je faisais de l'escalade à haut niveau, j'en faisais 8 à 10 heures par semaine, je ne peux plus, parce que je me suis tué les doigts. J'ai de l'arthrose maintenant, depuis 24 ans, j'ai de l'arthrose aux doigts. J'en fais aujourd'hui 2 à 3 par semaine avec un coach en individuel. Ça m'aide beaucoup. Et l'art est important pour moi. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai renié, mais j'ai toujours beaucoup dessiné et fait de la peinture, donc j'essaie de m'y remettre aussi. Mais le sport est un bon moyen de se dépasser. J'ai un coach, quand j'arrive en face de lui, je lui explique ma journée, il va adapter la séance à la journée. S'il y a un truc qui m'a énervé, il m'a dit on va faire de la boxe aujourd'hui. On va se défouler, il m'a dit. Voilà. Ah, t'as un coach multisport en gros qui te... Ouais, il fait des sports de combat et du sport plus classique. Alors on fait que du sport au poids du corps. Et ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'on ne fait pas des pompes bêtement. On va faire des pompes avec des mouvements bizarres. Ce qui fait qu'en fait, je fais du gainage, de la force et de l'étirement dans tous les mouvements. Donc c'est pas... je pense que si on nous observe de loin, on se dit mais c'est 2 fous là sur le terrain de foot. Mais vraiment, parce que des fois, il me fait marcher à 4 pattes sans toucher les genoux. Alors de loin, tu dis mais ils font n'importe quoi, mais en fait, c'est très très dur. Ça marche de l'ours, on appelle ça. Et j'aime bien aussi le sport avec... parce qu'en fait, tu t'adaptes à ton environnement. Je sais qu'il pleuve ou pas, on y va. Et des fois, on est tellement mouillé, on enlève les t-shirts, on continue, de toute façon on est trempé. Et ça aide à se dépasser mentalement. En plus, tu disais tout à l'heure qu'avant tes conférences, tu as tendance à avoir cette routine de séance de sport, douche, puis méditation. Ouais. Donc on sent que le sport pour toi, c'est important, même pour te mettre dans une dynamique de travail, en fait. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Les moments où je me suis senti mal, c'est quand j'ai pas fait de sport. On a été 6 mois en Alsace, j'ai presque pas fait de sport. J'ai pris du poids. J'ai pas pris beaucoup de poids parce que j'ai pas de morphologie qui dépend beaucoup de ça, mais j'ai commencé à avoir mal au dos, j'ai eu mon premier lumbago, horrible, surtout quand il y a une voiture qui est basse. On prend 5 minutes à sortir de la voiture. Ah oui, d'accord. Et donc, ça c'est parce que je faisais pas de sport. Et j'aime aller au sport et dire à mon coach aujourd'hui, faut que je ressorte défoncé. Je veux bien dormir ce soir. Ouais, c'est ça, mais en fait, à chaque fois, j'y vais, je dis, mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as des courbatures depuis 2 jours, t'en peux plus. Mais à chaque fois, je leur demande, parce que c'est le dépassement de soi. Je trouve que c'est super puissant.
Moi, je suis de plus en plus dans une approche vis-à-vis du sport où je me dis, en tant qu'être humain, on doit boire, on doit manger, on a du temps pour dormir. Pourquoi il faudrait que le sport, ça passe derrière le travail et d'autres choses, alors que c'est tout aussi vital en fait pour nous. Complètement. Et du coup, il faudrait programmer finalement ces séances de sport limite au détriment du travail, parce qu'en fait, non, c'est pas au détriment, c'est à partir du moment où surtout un entrepreneur est en bonne santé, ça contribue en fait à son boulot. Ouais, mais complètement. Et donc, bien manger, faire du sport, c'est aussi du travail d'entrepreneur pour s'entretenir et être performant en tant qu'entrepreneur. Complètement. Pour moi, un entrepreneur qui fait du sport, c'est un entrepreneur qui se respecte. Et pour moi, cet équilibre de vie m'inspire parce que je me dis, ce gars-là, cette femme-là, sait se mettre, pas forcément en priorité, parce que moi je fais mon sport, mais pourtant je vais parler au présent, je me mets pas forcément en priorité, mais je pense quand même à moi en faisant du sport. Donc, et puis c'est un moment tu penses pas au business, tu penses pas au problème, tu penses à l'instant présent, quoi. Mais comment dire, même quand tu as une grande entreprise, que tu as des employés, etc., le fait d'être en bonne santé, le fait de ne pas se retrouver à être malade pendant un mois parce que justement on n'est pas en bonne forme, ça fait partie du boulot en fait, parce qu'on a la responsabilité de tirer toute cette entreprise. Et donc c'est notre devoir d'être en bonne santé. C'est l'équilibre, la recherche de l'équilibre. Si tu ne peux pas sortir 2 heures, on va dire 2 fois ou 3 fois dans la semaine, tu n'es pas capable de sortir 2 semaines à être malade. Donc vaut mieux prendre ces 2 heures de temps en temps, quoi. Mais ouais, et le sport, c'est une maîtrise de soi aussi. C'est qu'on ose poser un temps pour soi, on ose poser un temps pour sa santé, et c'est un bon élément de maîtrise. C'est que je sais... parce que forcément, moi, comme tout le monde, quand on va au sport, on a la flemme. Ah mais attends, mais là j'ai des dossiers à faire, ou j'ai pas envie, je suis fatigué. C'est déjà arrivé d'aller au sport avec une migraine et de ressortir en pleine forme. Moi, j'aime bien dire que le pire moment... Le moment où je suis le moins motivée au sport, c'est le moment où je dois ouvrir la porte de mon appart. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Après, quand t'es arrivé, c'est bon. Après, une fois que... Il y a je suis pas croyant, je suis pas affilié à une religion, mais j'aime bien certains principes qui vont dire donner pour recevoir. Faut donner de l'énergie pour en avoir. Faut donner de l'argent pour en avoir. Faut donner du temps pour en avoir. Souvent, quand on veut mieux gérer son temps, il faut passer des heures à réorganiser. C'est ça. Oui, non, mais tu as entièrement raison. Et voilà, moi, j'élargis, là on parlait de sport, mais j'élargis même au sommeil, au repos, ne serait-ce que le repos. C'est vrai que beaucoup de jeunes entrepreneurs peuvent prendre ce risque de se dire, bah non, il faut travailler pour réussir. Bah, parfois, faire une sieste, se coucher plus tôt. Prendre des vacances. Prendre des vacances. Lâcher son stylo pendant un week-end et son ordinateur. Bah, ces temps-là, c'est des temps qui vont être plus bénéfiques derrière pour l'entreprise, pour la créativité, pour plein de choses, que si tu les avais utilisés à être productif. Complètement. Et j'ai si je peux me permettre, prendre un peu de temps, mais j'ai vécu un truc il y a quelques mois, qui est pour moi un truc que j'ai eu du mal à digérer, mais qui était la conséquence d'être borné en fait pour sa boîte. C'est que en juin, là, j'ai fait un accident sur l'autoroute, je me suis endormi sur l'autoroute. Donc à 27 ans, tu t'endors sur l'autoroute, c'est chaud, honnêtement. Et en fait, pourquoi ça m'est arrivé ? Parce que j'ai tiré sur la corde pendant des mois, j'ai privilégié ma boîte, c'était la période où je faisais pas de sport, et là, c'est pour ça que je disais, j'ai changé ma perception aussi de l'alcool, hein, c'est qu'aujourd'hui, je ne prends plus d'alcool en semaine, je n'ai jamais été alcoolique ou autre, mais je suis très hédoniste, épicurien, j'aime bien les bons alcools, les bons whisky, les bons vins, et avant, j'avais pas forcément de limite par rapport à ça. Et la semaine avant l'accident, j'ai eu 2-3 soirées d'entrepreneur. Et à chaque fois, 2-3 verres de vin, un petit whisky à la fin, etc. Et puis, forcément, quand quasiment le moindre verre qu'on a ne procure pas un bon sommeil. Donc j'ai accumulé de la fatigue. Je suis parti à 6 heures de Paris pour arriver en Alsace, monter la voiture parce que c'était en plein déménagement. Bref, j'ai accumulé en fait plein de moments où je me suis mis de côté. J'ai eu l'ego qui m'a dit « Ah, c'est bon, tu vas y arriver. » Puis en fait, j'ai appris que si, on peut s'endormir sur l'autoroute, même si on pense que ça ne nous arrivera jamais. Et moi, ça a fait
un écho extrêmement fort à mon ami, hein, parce que je lui dis, mais en fait, Antoine, là, tu te rends pas compte, hein, mais la vie t'a filé une chance, là. Parce que la voiture, j'ai eu 5 mois de réparation, hein, je l'ai récupérée il y a 10 jours. Hein. Donc, ouais, c'était violent. Et je me dis, c'est con. Parce que si j'avais plus été là, alors oui, je vous ai dit tout à l'heure, c'est bon, je peux partir. Quand tu dis que tu t'es endormi, c'est pas juste. En fait, t'as eu un accident. Je me suis endormi, et la voiture elle est partie dans la rambarde, et Oui. voilà. Heureusement qu'il y a eu personne dans l'accident, mais. Ah, ça a tapé, quoi. Ça a tapé, tout le côté de la droite de la voiture était foutu. Tu devais hein. être vraiment fatigué, quoi. Ah oui, oui, oui. Bah, j'étais en autopilote sur la voiture, et je me suis d'abord endormi avec l'autopilote. Et je me suis dit, bon, bah, tu vas t'arrêter à la prochaine aire, t'enlèves l'autopilote, comme ça, c'est toi qui conduis. Et 2 minutes après, j'étais contre la rambarde. Et c'est fou parce que je pensais jamais que ça m'arrivait. Moi, je disais même, les gens qui sont dans l'autoroute, ils abusent. Des fois, je galère à m'endormir le soir alors que je suis fatigué, je suis dans un lit, je vais pas m'endormir dans une voiture. Mais en fait, le corps, à un moment, il te dit, mec, c'est pas toi qui contrôle. Hein. C'est moi qui vais te... Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à bosser l'été parce qu'en fait, je voulais pas rentrer dans un cycle qui était le même, de la croissance à tout prix. Donc, retenez ça. Si vous voulez vous lancer, reposez-vous. Mais c'est super important. C'est super important. C'est même fondamental. Fondamental. Ouais. Si mon accident peut aider des gens à prendre conscience qu'ils sont pas tout puissants et que prendre soin de son corps et de son énergie, c'est important, bah, tant mieux en fait. Bah, du coup, c'est ma dernière question. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui se lance? Un seul, hein, parce que je sais qu'on a l'habitude d'en donner plein. Ouais, j'en ai plein qui sont venus en tête. Alors je vais en donner un qui peut être dur, mais qui est pour moi une réalité à laquelle il faut être prêt à faire face. Si t'es pas prêt à attendre 3 ans que ta boîte elle démarre, ne commence pas. Okay. Tant que t'es pas prêt à en baver pendant 3 ans, ne démarre pas. C'est un peu le principe de se préparer au pire et espérer le meilleur. Et ce conseil il est dur parce que j'en ai vu en baver. Et il est tombé au bout d'1 an, et j'ai dit, mais c'est trop bête. Moi, j'ai mis 2 ans et demi à ce que ma boîte, elle commence à décoller. Heureusement que j'ai attendu. Donc ouais, mon conseil, c'est ça. Il peut être violent, mais c'est une réalité. C'est la réalité. C'est une réalité. C'est ça. Ouais, les gens qui se disent, je vais lancer mon entreprise en 3 mois, dans 6 mois, je vais en vivre. C'est possible. Pas toujours la réalité de la vie, quoi. Ouais, c'est possible. Mais on a de meilleures chances de réussir. Pardon ? C'est possible, mais c'est un sur combien ? Il faut pas oublier que dans l'entrepreneuriat, il y a de la chance, une partie de chance. Je parlais tout à l'heure de ta tournée, tu as provoqué ta chance grâce à la tournée, mais le fait qu'il y ait des gens qui viennent te voir, etc., il y a aussi une part de chance, entre guillemets. Donc, il y a la chance qui joue, et la chance, il faut aller la chercher, mais elle peut mettre un peu de temps à arriver. Il faut planter des graines, il faut faire des choses. Et c'est 3 ans, je pense qu'effectivement, c'est un bon moment pour se dire, si au bout de 3 ans, il n'y a vraiment rien, pour se dire, bon, je vais peut-être me remettre en question. Ça ne veut pas dire arrêter l'entrepreneuriat, hein, mais ça veut dire peut-être arrêter l'idée en cours. Mais avant 3 ans, en fait, potentiellement, il peut rien se passer. Ouais. Je peux utiliser une métaphore encore originale. C'est pas grave si je dis quelques petits gros mots. Hein. C'est bon. Ok. Tu as parlé de semer des graines. Planter des graines. Et moi, je trouve ça hyper intéressant de percevoir les choses dans leur globalité. En fait, pendant ces 3 ans-là, ces 3 possibles années-là de croissance, on va planter des graines. Et il va se passer plusieurs choses. Il y a des graines qui vont être mauvaises et qui ne vont rien donner. Ou alors qui vont, même pire, donner des mauvaises herbes qu'il faudra après débarrasser. Il faut aussi prendre conscience que des fois, on va planter des bonnes graines qui vont être piquées par des oiseaux. Il y a des choses qu'on fait très bien, mais il y a ce qu'on appelle la vie, et il y a l'environnement extérieur qui font que parfois, même les bonnes choses ne germent pas. Donc il faut planter plusieurs bonnes graines. Mais attention. Et apprendre avec le temps à les protéger des oiseaux. Exactement, c'est ça. En gardant l'équilibre de vie quand même, parce que je pense que l'humain a peut-être un peu trop protégé ses trucs contre les animaux, et c'est pas non plus qu'une bonne chose. Mais les gens sont fantasmés par planter des graines, mais attention. Qu'est-ce qui balance le paysan pour qu'il y ait des bonnes graines ? Il balance de la merde.
De l'engrais, Exactement. Et parfois, planter des mauvaises graines ou de la merde ou de tout ce que tu veux, bah, c'est hyper important parce que c'est ce qui crée un terreau fertile. Donc il faut arrêter de vouloir que faire des bonnes choses. Il faut arrêter de viser la perfection dans tout. Parfois, il faut faire de la merde. Parce que c'est ce qui va faire que le terrain il sera fertile. Mais c'est vrai en fait. Tout le monde veut tout blanc, tout noir. Ben non, il faut l'équilibre. Et voilà, j'aime bien cet exemple-là parce que, voilà, attention, si on plante de la merde, on récoltera de la merde. Mais si on plante de la merde et des graines, on a des plants qui sont magnifiques. Exactement. Parce qu'on apprend tellement de nos erreurs. J'adore. C'est un joli mot de la fin. J'adore les métaphores perchées parce qu'en fait, on s'en rappelle. On se dit, putain, je penserais les choses différemment. Joli mot de la fin. Ouais, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui nous écoutent? Bon, un peu partout, tapez Antoine Redel, R-E-Y-D-E-L, et puis Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube, site internet. C'est assez simple. On mettra tous les liens qu'on retrouve du coup sur la description. Ouais, remettez peut-être Instagram, c'est bien parce que je publie beaucoup mon quotidien sur les stories, ce qui permet de voir les côtés cool et les côtés moins cool. Et Facebook, j'écris beaucoup aussi, j'aime bien faire des longs posts. J'aime bien développer des idées, partager des choses. Donc voilà. Ok. Ça marche, on partagera tout ça. Ouais, merci pour ça. Merci Antoine. Avec plaisir, c'était Merci cool. beaucoup, ouais. C'était super. Bah, parfait, je suis content que ça vous ait apporté de la valeur et j'espère que ça apportera de la valeur à ceux qui nous écoutent. Ça marche. Et qui nous écoutent et qui nous regardent. Et qui nous regardent, oui, c'est vrai.